1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Ah merci. Oui, bien sûr. Pas celle-ci, tu l'as pas vu venir. Eh ben oui, parce que ce podcast il sort le jour de mon anniversaire. Exactement. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, j'y réfléchis, sous la douche et tout, je me suis dit, attends, il sort quand? Le 30, tac, il faudra que je fasse ça et tout, tu vois, je l'avais préparé. T'es trop gentil, 28 ans, c'est ça. 28 ans, et oui. Alors, 41 mec. Ouais, ça va. Putain. Non mais ça va. Bah oui, comment ça va après les 40? Moi, je te jure, les 40, je les vois arriver et vraiment, en vrai, ça me fait un peu flipper. Dans 3 mois. Non, arrête. 39 dans 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Calme-toi, ça va, fils, ça va. calme-toi. T'as un peu de temps. Bon, on n'est pas tout seul. invité. Vas-y, oui, parce que pour mon anniversaire, on a un super invité, justement, parce qu'on va parler d'une de mes passions, enfin, en tout cas, de mes gros centres d'intérêt. On a Edouard avec nous, Edouard du podcast Les Montrez-vous. Comment tu vas, Edouard? Salut à tous. Ça fait super plaisir d'être avec vous. Vraiment, c'est le feu. Et en plus, c'est l'anniversaire de Tony, donc encore plus heureux d'être là. Ouais, ça fait super plaisir de vous avoir, vraiment. Et du coup, Edouard m'a contacté. Edouard m'a contacté et il va t'offrir une Rolex en direct. Bravo. Exactement, tu as gagné une Rolex. Incroyable. Merci. Bel anniversaire. Bon, ravi de t'avoir, Edouard. Moi, je te connais très très peu. On s'est juste croisés à la soirée des Gentlemen, qui était extraordinaire. On a encore plein de messages avec Tony. C'était voilà. En termes d'émotion, encore merci à tous. On était ravis que tu sois là aussi et cool. c'est une soirée. Tu sais que j'y pense régulièrement. Ah mais moi aussi. Je dis pas que j'y pense tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, je repense à cette soirée. Je me dis c'était trop bien, quoi. C'était fou. Après, le seul problème, c'est que toi, il faut vraiment que tu arrêtes de trop y penser parce que tu me sors des phases pour l'année prochaine. Oui. Qui me semble légèrement compliqué. Alors, pas pour toi, mais tu me fais un peu peur, en fait. Mais on va garder le chaque année, on innove et qu'on trouve des nouveaux trucs. J'ai des idées à la con pour Yann l'année prochaine. Mais non, mais tout va bien. Non, mais c'était vraiment cool, franchement. Et vous savez, moi, je vous connaissais forcément par les podcasts, puis on avait un peu échangé, Tony et moi, par Insta depuis un certain temps, quand j'avais lancé aussi le podcast, et un petit peu avant, d'ailleurs, même sur notre compte. Et donc j'ai appris à vous connaître, et là où vraiment vous m'avez touché à cœur, c'est quand Yann était hyper touché quand vous êtes allé sur la scène. Et là, je me suis dit, putain, c'est pour de vrai, quoi. Les mecs, ils jouent pas, franchement. Et on voit vraiment que vous êtes dedans, et c'était cool. Et tout le monde, vous avez cueilli tout le monde, de toute façon, quand vous avez fait votre petit discours et que Yann arrivait même pas à parler tellement il était ému de tout ça. Bon, écoute, et pour reparler de ce moment, c'est ouf. Pas trop, les gars, arrêtez. Non, mais gentiment, mais si tu... je me fais tailler déjà sur les réseaux. C'est vrai? Non, mais gentiment, tu sais, je me fais un peu... c'est pas du tout taillé. Oui, non, mais je vois ce qu'on dit, on te chambre un peu, quoi. C'est un peu démasqué, tu vois, c'est la grande gueule démasquée, quoi. Mais on a pris la grosse claque tous les deux, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. On a réalisé ce qui se passait, genre 3 minutes avant. Ouais, parce qu'on s'était dit... On va lancer, avant le repas, dire merci à tout le monde, monter sur scène juste pour dire merci. Mais en fait, tu passes derrière le cabaret, comme c'est fichu, et là, tu vois vraiment les miroirs avec le nom de chaque artiste, les petites loupiottes, et tu te dis, ah oui, c'est vraiment des coulisses de cabaret. Les mecs te donnent un micro, tu vois qu'il y a un petit show qui est là juste avant que tu passes, qui dit, ça va bientôt être à vous, et là, tu te dis, mais en fait, on est en train de faire quoi là? On veut juste dire bonjour, tu sais. C'est les gens. Ce qui nous a mis dedans, c'est ça, c'est l'appel, je sais plus ce qu'il vous a dit de dire, mais... le tapage dans les mains là. C'était vos parents en plus qui étaient là. Il y avait la famille qui était là en plus. Ça rajoute un petit peu. Ouais. Vous avez vu. Exactement. Il y avait une émulation. Il s'est passé un truc ce soir-là qui était énorme, franchement. Non, c'était fou. Bon, en tout cas, ravi, Edouard, de t'avoir sur ce podcast. Super content. Et j'ai vraiment hâte de discuter. Alors moi, je pense que je vais juste intervenir parce que vraiment, je suis complètement néophyte, mais je pense que je vais prendre plein de tips et tout. Mais c'est bien. Il faut,
tu sais, si vous écoutez les podcasts, et j'en parle à chaque fois, je dis portez ce que vous aimez, mais c'est pas influencé. Il n'y a pas de grosses petites collections. J'ai des collectionneurs là, que j'interviewe en ce moment qui me parlent de collections. Certains à plusieurs dizaines de milliers, certains à 500 € la montre. Enfin, on peut se faire plaisir avec des gros montants, qu'on s'y connaisse ou qu'on s'y connaisse pas. Et le but, c'est vraiment de décomplexer par rapport à ça. J'en parlais quand j'étais avec Alexandre de Tocante. C'est un monde qui est assez, qui est rempli de sachants, un petit peu comme ce qu'on voit dans l'Invest aussi. Et il faut vraiment rendre ça accessible. Ce podcast est très bien dans le sens où effectivement vous parlez vraiment de manière très simple en fait de montres. Lui, ce gars, j'ai eu l'impression en fait qu'il était un peu de gentleman investisseur, c'est-à-dire que s'il doit te dire va te faire foutre, il te dit va te faire foutre. Enfin, il est vraiment très libéré dans un monde hyper pincé, quoi. Hyper policé, quoi. C'est ce qu'on voulait aussi un peu dans les gentlemen. Comme tu dis, on retrouve ça parce que tu as beaucoup de, entre guillemets, branleurs dans l'investissement, des gens qui sont hyper calés, hyper pinailleurs. Et au final, on veut tous la même chose. On veut investir pour avoir plus d'indépendance, pour avoir plus de liberté. Ouais. Tu n'es pas obligé de reprendre le mec dès qu'il se trompe sur une règle fiscale, un truc comme ça. Dans les montres, des fois, il y a un peu aussi ça. Tu sais, il y a tellement de puristes. Des fois, c'est compliqué. Voilà, il y a des puristes, mais c'est en train de pas mal de bouger, si tu veux. Il y a encore quelques années, en effet, si tu ouvrais ta gueule alors que tu disais pas le truc parfait, tu te faisais démonter, concrètement. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui s'y sont intéressés, qui commencent à se mettre dedans vraiment. Et puis, si on se trompe, c'est pas grave, en fait. Enfin, on vit la passion. Et c'est de plus en plus toléré. Moi, je vois... on ne taille pas pour quelque chose si tu es trompé sur quelque chose. Enfin, quand, par exemple, je écoute vos podcasts ou vous parlez de quelque chose qui est passé ou d'une loi ou d'un truc, on peut se tromper. Enfin, c'est pas grave. Et puis la prochaine fois, on en reparle. Et puis ou alors, mec, vous me envoie un message. Mais moi, c'est toujours bienveillant. Enfin, c'est vraiment dans une notion de bienveillance. Mais nous aussi, ça a dit. On ne détient pas la vérité, mais on aime ce qu'on fait. On travaille beaucoup dessus, donc on a à cœur de faire les choses bien, tout simplement. Et on avance. Je suppose que tu as une liste de questions, Tony. Enfin, tu as dû préparer. Mais je peux te prendre une question, qui me vient. Vas-y. Ce que je voulais, c'est juste que Edouard, il nous rappelle, tu vois, qu'il laisse. Et après, je te poserai On recommence par le début, si tu veux, pour les gens qui nous écoutent. Vas-y. Avec plaisir. Je m'appelle Edouard, donc je suis dans le sud-ouest, entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc, je suis plutôt pas mal là-bas. Moi, je suis entrepreneur récidiviste. Comme me dit Mathieu Stéphanie, je trouve que la formule est pas mal, un petit peu comme vous. C'est-à-dire le plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut et comme on le veut. J'ai commencé à connaître vos podcasts justement parce que je me suis beaucoup intéressé à l'indépendance financière, à ce genre de choses également. Donc moi, je suis entrepreneur, j'ai une société de conseil en entreprise. Tout ce qui est recrutement pour scaler, enfin tout un tas de choses comme ça. On pourra en parler si vous voulez. Et puis les montres depuis plus de 30 ans, comme j'explique dans un des podcasts, c'est-à-dire depuis les années 90, puisque mon grand-père était horloger à Paris, horloger bijoutier. Excellent. Ça me plaisait, c'est pas forcément grâce à lui, mais c'est vrai que ça a mis le pied à l'étrier, puis j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis voilà, cet univers m'a plu, et je me suis toujours intéressé à ça vraiment de près, ça a toujours fait partie d'une martingale, si tu veux. Et le temps a passé, j'ai commencé à accumuler, à collectionner, à acheter, vendre, etc. Et depuis quelques années, j'avais en tête de créer du contenu, de créer de la valeur par rapport à ça. Et j'ai commencé à écouter, moi les podcasts, j'ai commencé à écouter ça assez tôt quand même, je pense, c'est-à-dire qu'il y a depuis 6-7 ans, ce qui quand même dans le monde du podcast est assez tôt quand même. Ça fait depuis 2015, je dirais un truc comme ça, même 2015. Et des podcasts d'émissions, des trucs d'Europe 1, des machins, des trucs comme ça, enfin, ça commence comme ça, puis après tu commences un peu à aller dans des choses un peu plus silotées. Et j'ai écouté des choses, Bye Bye Patron par exemple, après, plus récemment avec notre ami Thibaut, aussi bien avec sûr. Vous, avec Une vie de liberté, etc., avec Mathieu Stéphanie, comme je disais, ce genre de choses. Et je me suis dit, ce que j'ai trouvé cool, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant, c'est on n'est pas obligé de tout savoir sur le bout des doigts pour être légitime quelque part. Puisque à partir du moment où on crée de la valeur, on fait les choses, on est légitime selon moi. Voilà. Donc j'ai commencé c'était dans un coin de ma tête. Et Tony racontait souvent son histoire de j'ai commencé, j'ai acheté un micro Amazon à 40 balles, etc. Alors, je n'ai pas commencé par un micro Amazon, mais en tout cas, l'idée c'était, je me dis, on peut le faire et effectivement, ça ouvre les chakras et tu te rends compte que j'ai fait tomber beaucoup de croyances limitantes depuis 1 an et demi. Et j'ai dit, je voulais faire au début de la vidéo, c'était quand même beaucoup de travail parce que c'est un side project au départ. Donc j'ai dit, podcast c'est bien, puis
ça colle plus à mon utilisation perso, c'est-à-dire le sport, le machin, quand tu te déplaces, t'es en bagnole, tu fais un truc, voilà. Moi, comme j'expliquais dans je sais pas me caler devant une vidéo et mater une vidéo sans rien faire, je sais pas faire. Après, peut-être certains le font, mais moi, là. Puis c'est pas les mêmes codes en plus, entre la vidéo et le podcast. C'est pas les mêmes codes et je pense que c'est pas toujours les mêmes profils non plus pour aller même encore plus loin. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que une vidéo en général, ça dure quelques dizaines de minutes max. Là, les interviews que je fais de collectionneurs, de youtubeurs, etc., sont des choses qui durent au moins 1h30. Donc, on va vraiment dans l'intimité de la personne, dans l'intimité du business, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et souvent, les mecs ont l'approche est différente et c'est jamais les questions qu'on leur a posées alors qu'ils sont déjà passés plusieurs fois dans d'autres émissions. Donc, j'ai lancé le podcast il y a 2 mois maintenant. Démontrez-vous qui fonctionne très bien. J'ai de très bons échos là-dessus, vraiment. Et c'est top. Et c'est l'interview de pros, de collectionneurs, d'amateurs aussi. Et c'est mais pas chiant. En mode ultra immersif. Voilà. Ouais. C'est et pas chiant du tout. C'est ce qu'on disait. Donc vraiment, non, franchement, bravo pour ce podcast. J'en ai écouté 2. Moi, j'ai écouté 3 épisodes aussi. Ouais. Attends. J'ai écouté. Le premier, il est magnifique. Le storytelling est dingue. Je t'avais envoyé même un message. Et non, j'en ai écouté 2. Et effectivement, après, le second, je me souviens plus de sa chaîne, ce brave homme. Sur Alexandre Lacharme de Tocante, ouais. Tocante. Ouais. Et en tout cas, j'ai vraiment apprécié la forme. Le fond, il y a plein de choses qui me dépassaient un peu, tu vois. Enfin, qui me dépassaient. Que j'entendais d'une oreille, j'ai pas tout enregistré. Mais par contre, la forme était vraiment, vraiment cool. Donc, voilà, bravo pour ce que tu fais. C'est très bien. On se prend pas la tête. Enfin, moi, je me prends pas la tête du tout. Je me prends jamais au sérieux. Et c'est une conversation entre potes, quoi. C'est vraiment comme tu trouverais, tu vas à une soirée, tu vas à un repas, on discute. Comme j'explique dans un des podcasts, je fais souvent des repas avec des amis qui sont dans l'horlogerie aussi, enfin, qui sont amateurs, hein, entre guillemets. Et on parle de la même façon, quoi. Enfin, donc, c'est super décomplexé. Quand on a fait le truc, par exemple, avec Tocante, le mec aussi fait de l'invest, mais dans les parkings sur Paris. On en parle de temps en temps, mais il s'inscrit pas en sachant là-dessus non plus. Enfin, c'est vraiment, on a appris sur le tas, on a appris en prenant énormément d'informations à droite à gauche, on a accumulé un certain niveau de connaissances, mais voilà, on en parle entre nous et c'est tout. Enfin, comme vous le faites, je suppose. Quand on est avec des gens qui sont pas là-dedans, on n'en parle même pas en fait. Enfin, non, mais c'est sûr. C'est impossible. Ok. C'est compliqué en fait. Mais c'est un peu comme l'IMO ou le reste. Tu en parles si on te pose des questions. Mais c'est pas la chose dont tu vas parler spontanément. On colle vite une étiquette. Ouais. Comme tu dis, je sais plus, dans une émission, on en avait parlé en disant, à partir du moment où tu dis que tu as investi ou que tu as acheté des trucs, de suite, tu as une étiquette qui est collée, qui est ouf, alors que ça se trouve, le mec, il a un Pinel, en fait, tu vois. Donc, et il est mis au même rang que le multi-acheteur d'IDR, etc., tu vois, dans la conscience collective. C'est toujours un peu compliqué à aborder mais c'est pour ça aussi qu'on fait des masterminds, qu'on a créé nos podcasts aussi pour fédérer des gens qui ont un peu la même vision des choses. Mais c'est sûr que dans le monde du quotidien, voilà, t'en parles si on vient te chercher, mais tu en parles pas spontanément, quoi. Ou qui cherchent à l'avoir. Oui, ou qui cherchent à l'avoir. Qui ne l'ont pas et Bien sûr. Qui cherchent à l'acquérir, en fait. Ouais, puis on retrouve ça dans les montres, en fait. C'est-à-dire que moi, j'essaie vraiment de décomplexer les gens par rapport à ça. Il n'y a pas que... on n'est pas obligé d'acheter que des Rolex, on n'est pas obligé de mettre que 10 000 balles pour acheter une montre. Alors, on est légitime, etc. C'était un peu, tu vois, ma première question que je voulais voler à Tony. Enfin, peut-être que tu n'avais pas du tout prévu cette question, mais vas-y. Tu vois, là, moi, aujourd'hui, maintenant, je suis propriétaire d'une montre haut de gamme. Je ne sais pas si on dit luxe, tu vois. Et à partir justement de quelle valeur, ou alors, sans parler de valeur, de quelle marque de maison tu peux estimer avoir une montre dans la niche haut de gamme, tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, très bien. Est-ce qu'une G-Shock, tu vois, à 150 € est une montre haut de gamme par la technologie de la montre? Est-ce qu'une Apple Watch est une montre haut de gamme par la technologie de l'Apple Watch? Ou alors, il faut avoir un process purement, un mécanisme purement suisse, tu vois, avec quelque chose de compliqué, avec des complications, c'est ça qu'on dit, hein, avec plein de complications pour arriver au monde haut de gamme. Voilà. Moi, je dirais, alors, c'est vraiment ma classification, elle est personnelle, je dirais qu'il y a 4 catégories pour moi.
très simples. La première, c'est vraiment les montres que tu peux trouver en galerie marchande, enfin les montres que tu as, ou des G-Shock même, hein, mais c'est pas péjoratif encore une fois, hein, qui sont des montres que tu peux trouver indépendamment des gammes de prix, mais on parle surtout de montres entre 0 et 1 et 1000 € pour faire simple à peu près, tu vois. Donc des montres que tu trouves en galerie marchande et que tu trouves partout, les montres, ça peut être les marques qui reprennent des trucs qui n'ont aucune légitimité là-dessus, type Boss, etc. Enfin tout ce que tu trouves, G-Shock, enfin des trucs comme ça, voilà. Ça, c'est des montres, mais ça peut être une porte d'entrée, encore une fois, et je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser les gens là-dessus, parce que tu en as qui se disent, mais je suis pas dans le monde de l'horlogerie là-dessus. Ça peut être une porte d'entrée. Ensuite, tu as toute la catégorie des montres qui sont, encore une fois, indépendamment du prix, ça peut commencer à 500 jusqu'à 2, 3, 4 000 en général, qui sont des montres de marques parfois plus jeunes, ou qui se sont relancées, ou des micro-brands, ou des Kickstarter qui ont été faits comme ça, mais qui sont sympas. Il y a des trucs avec des designs innovants, et ça a bougé depuis 4-5 ans, mais de ouf. C'est un truc, mais ça a changé. Tu arrives à nous citer quelques marques dans... Alors, tu as Yema, par exemple, qui a réexhumé des modèles emblématiques. Yema, c'est une marque française à l'origine, si tu veux, qui a réexhumé des modèles comme la Superman 2, etc. Enfin, la Superman. Et là, ils sont en train de ressortir des modèles. Ils sont en train d'aller de plus en plus vers des mouvements, entre guillemets, de manufacture. Bon, il y a manufacture et manufacture, mais en tout cas, ce qu'on appelle mouvement de manufacture, c'est quand la société d'horlogerie fabrique elle-même ses mouvements et ne les achète pas, si tu veux. C'est qu'elle ne fait pas de l'assemblage, tu vois. Elle commence à tendre vers ça, en tout cas. Donc, c'est des montres qui se trouvent, les Yema, c'est des montres entre 500 et 3000 €, pour faire simple. Voilà, c'est un exemple. Tu as des marques qui sont en train de monter qui sont connues comme Nomos, qui sont des marques de montres. On mettra, si vous voulez, les photos, et je vous passerai des photos pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble. Des marques qui sont très sympas, c'est des montres entre 800 et 1500 €, les Nomos en général. Ils ont sorti une gamme qui s'appelle Club. C'est du 3 aiguilles, c'est hyper beau, c'est bien fait, c'est durable, il y a un beau mouvement, c'est chouette, quoi, franchement. Donc là, on est dans cette catégorie de montres. Les Kickstarter, Furlan Marie, qui est une marque de montres, c'est un type qui a sorti ça en quelques années. C'est des montres, alors c'est Mecha Quartz, alors les types, les puristes disent cryo scandale, mais c'est un hybride entre mécanique et quartz, qui est plutôt sympa. C'est des montres qui se retrouvent entre 500 et 1000 € par exemple, et qui reprennent les codes des montres des années 50 type Patek Philippe en deux très sympa. Donc on est dans cette première catégorie, je vous dis montres. Tu as des montres comme quand tu parlais d'Yema, comme Lip aussi, qui ont un petit peu ressuscité, par exemple. Et c'est pour ça qu'on parle pas forcément de prix, parce que Lip, c'est des montres qui valent 150, 200, 300, 400 €, qui ont eu une période sombre, parce que c'était la montre qu'on avait avec l'abonnement Paris Match, quoi. À une époque, c'était la montre, ils avaient été rachetés, c'était comme ça. Là, ils sont repartis sur des codes plus traditionnels, et c'est plutôt sympa ce qu'ils font, et on peut avoir pour moins de 200 € des montres hyper belles chez Lip, par exemple. Des Himalaya, des choses comme ça. Donc, c'est deux catégories. Troisième catégorie, on va arriver dans l'horlogerie, ce que tu portes au poignet, toi, Yann. Donc là, la Tournomega Speedmaster, c'est des montres qui sont... on commence à être sur des gammes de prix qui sont plus élevées. Généralement, moi, je mets ça, c'est des montres entre... J'aime pas mettre deux catégories, mais entre 3 et 10 000 € pour faire simple, à peu près. Voilà. On est dans une catégorie horlogerie, où là, c'est vraiment des marques horlogères qui sont créées depuis assez longtemps, qui ont aussi des complications et ou des mouvements de manufacture, mais pas toujours. Et ensuite, il y a la haute horlogerie. On va parler de Jaeger-LeCoultre, on va parler de Patek Philippe, d'Audemars Piguet, où là, c'est vraiment, ils font exclusivement leurs mouvements. Et là, on est sur les prix s'envolent, on est forcément généralement à plus de 10, 15, 20, 30 000 €. Et tu vois, au même titre que tu parlais d'une montre en galerie Hugo Boss, tu vois, parce que effectivement, ça c'est ou Cerruti ou je sais pas quoi, tu vois, ils font du parfum, des montres, des vêtements, des ceintures, enfin, ils font absolument tout. Ils font tout, mais ils font rien. Voilà. Et alors, je pense que je vais me faire fusiller, mais je parle en néophyte. Hamilton. Pour moi, avant d'être une montre, donc c'est de la F1. Enfin, c'est un, tu vois, je veux dire, c'est un mec. Tu parles de Lewis Hamilton. Oui, non mais je te parle au moment en fait où je reçois une marque et que je vois Hamilton. Pour moi, en fait, je me dis ah d'accord, il a créé une marque de montre au début. Non mais voilà, on part de là. Hamilton, c'est quoi? Donc ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a aucun rapport avec lui. C'est une marque qui a pourtant une belle légitimité. C'est américain, Hamilton, au départ. Tu as même une montre historique, alors c'est des montres qui sont très très sympas, rapport prix imbattable, et c'est une marque américaine. Tu as la Ventura de chez Hamilton par exemple, qui était la montre d'Elvis Presley. Donc tu vois, on est quand même sur des modèles hyper emblématiques. Ventura est très spécial en design, hein.
mais c'est des montres qui sont hyper emblématiques. Ok. C'est pas du mouvement de manufacture. Alors on parlait justement, je vous disais, manufacture, c'est quand ils mettent leur propre mouvement. Il faut savoir que vous avez 80% des marques même d'horlogerie qui emboîtent des mouvements qu'ils achètent auprès de fournisseurs en fait. Il y a des constructeurs de mouvements, pour faire simple. Voilà. D'accord. Ok. Et Et même eux des marques. emboîtent et mettent comme un assembleur à l'époque de PC. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ok. début 2000, vous achetez un ordinateur, vous achetez les composants, vous mettez dedans. Ok. Et c'est ce qui parfois fait un petit peu frémir le monde de l'horlogerie, c'est que les mecs mettent made in, Oui. Swiss made, alors qu'au final, oui, s'il y a une certaine partie des composants qui sont suisses, on dit que c'est Swiss Ça a été made. assemblé. Ouais. Ok. Mais Voilà. tu vois, c'est pour ça que moi, il y a certaines marques où je trouve que c'est ni chien ni chat. Tu parlais des marques Kickstarter, tu vois. J'ai quelques montres qui sont des montres à 150 balles, mais que j'adore Ouais. porter, des montres à quartz. Mais tu sais que c'est assumé et que c'est emboîté ou voilà, que c'est Ouais, pas mais des ils s'en mouvements cachent de même pas manufacture. d'ailleurs. Puis à ce Ils s'en prix-là, ils cachent peuvent pas pas. faire autrement de toute façon. C'est ça. Mais de l'autre côté, tu as des marques comme Bell & Ross. Alors bon, il y en a peut-être qui aiment Ouais, beaucoup et tout. Moi, je sais que j'ai du mal parce que c'est vendu plus de 3 4 000 euros. Et ouais. comme tu dis, c'est les mêmes mouvements que je vais retrouver, peut-être pas dans ma Seiko, mais pas loin, quoi. Pas loin, et tu peux retrouver effectivement de grosses disparités. Tu parles de Bell & Ross, on peut parler d'IVC, Mm. qui est aussi une marque, une très belle marque. Ils ont un petit peu de complications et des modèles, des mouvements de manuf, mais ils ont aussi et surtout, ils emboîtent de l'État majoritairement. L'État, c'est un des plus gros fournisseurs de boîtiers. Alors, ça a un petit peu changé puisqu'ils ont fermé les vannes justement par rapport aux manufactures. Mais voilà, les mecs achètent les mouvements dedans. Bah, c'est des tracteurs, hein, les mouvements, c'est des mouvements qui dureront, mais il n'y a pas de noblesse, en effet, dans le mouvement, en général. Alors, certains crient au scandale, etc., mais tu vas prendre une IVC avec un mouvement État que tu vas retrouver dans une montre à 1000 euros, et chez IVC, tu vas l'avoir dans une montre à 5, 6, 7 000 euros. Là, tu as vraiment l'impression de payer du marketing. Ouais, C'est là, ça. c'est vraiment du marketing, et c'est ce qui a été contesté, et c'est pour ça que depuis 4, ouais, même plus que ça, 5-6 ans, la plupart des marques, pour se légitimer, ont commencé à faire leur mouvement in-house, c'est-à-dire leur mouvement de manufacture. Breitling s'y est mis avec le B01, tu as IVC qui est de plus en plus là-dessus aussi. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, Yema, pour revenir à eux, qui est sur une marque de montre qui est quand même plus entrée de gamme, entre guillemets, Ouais, hein, et s'il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, j'adore cette bien marque. sûr. Ils ont commencé à essayer de faire leur mouvement manufacture avec un micro-rotor, etc., qui est très sympa. Alors, c'est jamais du complètement manufacture parce que ça coûte trop cher à réaliser, mais c'est considéré comme tel puisqu'ils ont fait beaucoup de développement malgré tout. Voilà. Mais c'est vrai que comme tu dis, il y a du foutage de gueule parfois sur certaines marques. Ouais. Quand vous dites, les gars, Quickstarter, c'est des Kickstarter, marques tu qui sais, sont en c'est train de monter? Non, tu sais, Ah. c'est du crowdfunding. Quelqu'un Ah non, propose une montre, un type de montre. Il d'accord. l'a pas encore réalisé et il fait un appel De fond. un appel au Il fond. fait un appel de fonds. Ouais. Et bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent des personnes qui ont une montre en tête. Moi, j'en connais pas mal là, en ce moment qui sont en train d'en faire. Ils disent j'ai besoin de 100, 200, 300, 400 000 ou 1 million. Souvent, ils développent en plus avec les utilisateurs, puisqu'ils ont, ils ont des hard fans, hein, c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont à fond là-dessus. Ils disent voilà, le cadran, vous le voudriez comment, la boîte sera comme ça vous plaît. Donc, ils montent les devs au fur et à mesure. Ça fait que les mecs font les précommandes en disant si tu mets maintenant, tu l'auras moins cher, c'est-à-dire au lieu de 500 euros, je te la fais à 300 et tu l'auras en avril 2023, par exemple. Et en attendant, ensemble, je vais te dire est-ce que tu préfères le cadran bleu, est-ce que tu préfères la boîte comme ça, etc. Ils font des développements. La montre sort. C'est ce qu'avait fait Furlan Marie, par exemple. C'est ce qu'a fait Jacques Bianchi. Jacques Bianchi, c'est un horloger sur Marseille, bien connu, et qui a ressorti un modèle qu'il avait fait il y a 30 ou 40 ans. Il a fait en Kickstarter l'an dernier. Et il en a fait 1000 et quelques, je crois, 1900. Il a fermé les vannes en 2 jours. Il a explosé les compteurs. Moi, j'en avais pris une. Et c'est des montres qui vendaient 590 euros. Aujourd'hui, sur le marché gris, c'est des montres qui valent 1500 à 2500 euros. Tellement elles sont rares. Wow. Moi, j'avais acheté sur Kickstarter une William L. Je ne sais pas si tu Mmh. connais cette marque. C'est un ancien de chez Rolex qui avait fait ça. Ouais. Et c'était des montres entrée de gamme à 100 euros. Mais tu vois, j'ai une montre que j'ai toujours plaisir à porter. Même si ça reste une fantaisie, quoi. Mais enfin, je vous coupe les gars, mais juste Kickstarter, là, c'est un site? C'est quoi en fait? Ouais, c'est un site. Ah, mais c'est un site? Non, parce Ouais. que là, partez du principe où C'est les gens comme vont au le Munity, comprendre. si tu veux. Tu vois? Ok, donc en fait, d'accord, il y a une plateforme de crowdfunding, pas immobilière, mais montre, horlogère, quoi. C'est pour plein de projets. Ouais, Genre, c'est pas que pour de l'horlogerie. Hein. Ah, ok. Ah,
C'est un peu comme, tu vois, Grégoire, alors c'était My Major Company à l'époque, mais quand il avait fait son album, tout le monde l'avait financé comme ça. C'est le même genre de participatif, quoi. De game, ouais. Ok, et il y a un rendement? Non, en fait, tu l'aides à financer la montre, et du coup, tu l'as en cadeau, tu as une montre à un prix plus abordable, ou tu vois, quelque chose comme ça. Ok, merci pour... je vous laisse reprendre. Désolé, c'est vrai qu'on est dans le truc. Et c'est vrai que comme ça, c'est hors du spectre des montres. Kickstarter, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Effectivement, on l'a pas replacé dans le contexte, mais c'est vrai. C'est souvent des gens qui veulent développer un projet, qui n'ont pas forcément les ronds. Et on retrouve vraiment beaucoup ça dans les montres, notamment parce qu'il y a vraiment ce supplément d'âme, c'est-à-dire qu'ils racontent vraiment une histoire en disant voilà, j'aime ça, je suis légitime, je veux faire ça, suivez-moi là-dessus. Et il y a vraiment une communauté qui suit très étroitement ce genre de choses, qui achète ce genre de produits. Ça cartonne. Tu avais Asphalt, c'est ça, qui avait été en Kickstarter au départ, ceux qui font les vêtements. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, exact. Ok. Ouais. Voilà. Ah oui, tout à fait. Comme ça, en fait, en disant on va sortir un pull, on va sortir un t-shirt, il va être en coton tel truc, et les mecs ont suivi, et maintenant ça cartonne, quoi. Donc tu retrouves ça pas forcément. J'ai appris. J'ai appris un premier truc. Ok. Ouais. Et puis ça te permet d'être sûr qu'il y a de la demande aussi, tu vois. Ouais, ça te fait une étude de marché, ouais. T'es sûr de pas te planter? Enfin, t'es sûr de pas te planter. Non, t'es pas sûr de pas te planter. En revanche, t'es sûr à l'avance que les modèles sont précommandés déjà, donc c'est déjà énorme. Parce que quand tu lances un modèle et que tu achètes au moins 1000, 2000, 3000 pièces, et que tu sais pas du tout déjà si ça va plaire, parce que là, en plus tu benchmarks, tu sais à l'avance si le modèle va plaire concrètement, donc c'est top, quoi. Et tu le fais conjointement avec les gens, les mecs sont comme des dingues, parce qu'ils ont choisi la montre, en fait. Hein, tu vois. Ok. Voilà. Est-ce que Tony, tu as une question? Ouais, moi j'avais une question pour toi, Edouard. C'est donc moi j'ai des montres, tu vois, un petit peu dans toutes les gammes que tu as citées. J'ai des montres d'entrée de gamme, tu vois, j'ai une DG-Shock, des montres comme ça que j'adore aussi porter. J'ai des montres un peu Kickstarter. J'ai des montres d'horlogerie et une de haute horlogerie. Et j'ai l'impression que j'ai le même plaisir à porter chacune des montres, peu importe son prix. Forcément que je vais pas aller mettre une Audemars Piguet pour aller faire du vélo dans les bois. Faut prendre le métro dans Paris. Voilà, ou prendre le métro dans Paris. Emily in Paris revient d'ailleurs. Je sais pas si ce sera tourné en conditions réelles ou si c'est encore en studio. Et apparemment, cet épisode, ça sera la Rat Race. C'est ça. C'est les rats qui te courent après, là, si tu veux. C'est exactement. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu dis, est-ce qu'on peut prendre le même plaisir que quand on a un truc de Kickstarter qu'une Audemars Piguet, etc. C'est un peu ça le truc. C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que pour toi, ou est-ce que le plaisir dépend aussi du prix de la montre? Qu'est-ce qui crée en fait le fait qu'on peut avoir tant de plaisir à porter des montres, selon toi? Alors, il y a eu plusieurs vagues, et c'est marrant parce qu'on est vraiment en train de changer de paradigme en ce moment, mais c'est profond dans l'horlogerie. Il y a eu l'époque, depuis quelques années, grâce ou à cause des réseaux, où tout le monde voulait la même chose. C'est-à-dire que il était de bon ton d'aimer la Rolex Submariner, machin. Tout le monde aimait le fameux trio gagnant, c'est-à-dire vraiment Rolex, Audemars et Patek Philippe. Donc Audemars Piguet et Patek Philippe. Et les gens, et c'est pour ça que vraiment j'insistais à la fin en disant portez ce que vous aimez, parce que les gens aimer ce que l'autre aime finalement. Tu sais, et vous le dites souvent dans vos podcasts aussi, pour faire un parallèle avec l'indépendance financière, il ne faut pas rêver le rêve de l'autre finalement. Enfin, faut vraiment avoir quelque chose à soi. Si tu rêves si tu rêves d'être Anthony Poncet demain, ben ça va pas marcher parce que tu n'as pas la même vie, parce que tu n'as pas les mêmes goals, tu n'as pas les mêmes objectifs, etc. Ni les mêmes cheveux. Ça en ça prend du temps, ça peut se régler. C'est ça. Faut juste attendre. Mais voilà, donc ça a pas mal changé. Ça a fait les prix, ça a fait un bull run, ça a fait que les prix se sont envolés complètement, ça a fait des trucs débiles pendant un certain temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça a suivi relativement la crypto, quoi. Puisque pas mal d'investisseurs avec un grand I se sont retrouvés là-dedans en se disant putain, les montres, ça fait gagner du blé, on va se mettre là-dedans. Et donc, tu as, pour parler de tendance de fond, et on parlait souvent de la pénurie Rolex, etc. Je vais répondre à ta question. Mais, je t'en prie. Par exemple, Rolex, chaque année, produit entre 1 million et 1 200 000 montres. Ce qui est beaucoup et peu à la fois. Pour maintenir son niveau de qualité. Dans ces 1,2 million, il y a 250 000 Rolex Sport, dites Sport. C'est-à-dire Submariner, GMT Master, c'est-à-dire les modèles un peu que tout le monde veut finalement. Donc en fait, tu as 250 000 montres pour le monde entier. Planète entière, Donc si tu veux, partant de là, tu peux pas satisfaire tout le monde. Avant, ça passait.
il y a encore 10-15 ans, parce qu'il n'y avait pas les réseaux, et puis bon, c'était pas si connu que ça. Enfin, c'était connu, mais je veux dire, en tout cas, il n'y avait pas autant une fan zone aussi dure, et il n'y avait pas des investisseurs qui s'étaient mis dedans. Depuis un certain nombre d'années, tout le monde veut la même chose, parce que tu regardes, tu ouvres ton Instagram, tu ouvres ton Facebook, ton machin, quand il y a des montres, ils montrent tous la même, ce qui fait que les gens, et tu as tous les pays émergents, Asie, etc., qui ont aussi commencé à avoir du pouvoir d'achat, qui ont aussi voulu ces modèles-là. Les nouveaux riches. Ça s'est multiplié. Et puis surtout, les gens, avant, ils voulaient la sub et ils la gardaient toute leur vie. Maintenant, ils veulent la sub, la GMT, le machin, ils veulent 5-6 modèles de chez Rolex. Donc, tu fais fois X le nombre de personnes qui vont acheter, fois X le nombre de modèles par personne. Donc, la bulle a forcément été énorme. Ce qui fait que des montres qui sortaient en prix retail à 10 000 euros se retrouvaient à 30, 40, 50 000 euros. Tu prends une Rolex Daytona qui sortait à l'époque à 13 000, 12 000 ou 13 000 euros en prix boutique. Elle s'est retrouvée jusqu'à 50 000 euros il y a 6 mois. Donc, tu sortais de la boutique, il y avait 3, 4, 5, 6 ans d'attente, mais quand tu l'avais, effectivement, les mecs les remettaient sur le marché à 50 000 euros. Donc, tout le monde voulait la même chose. Et tu n'étais légitime que si tu avais des montres chères un petit peu. Enfin, il y a vraiment ce côté où tu avais presque un plaisir coupable quand tu aimais une montre qui était un truc de Kickstarter ou une montre, entre guillemets, entrée de gamme. Mais je pense que c'est bien encore un peu le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus complètement se voiler la face. Quand tu as... Enfin, moi, je parle encore une fois en néophyte, sans aimer l'horlogerie comme toi tu l'aimes, Edouard, tu vois, ou comme Tony Lane. Enfin, moi, je vais être très clair. Hein. Je me sens plus blindé avec une Omega... Enfin, la marque de reconnaissance, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens, moi, plus haut de gamme avec la Speed au poignet que la G-Shock. Tu vois, enfin, j'ai pas le même... C'est un signal, parce que c'est un signal, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un signe de reconnaissance fort. D'ailleurs, c'est le problème dans la rue quand les mecs se font arracher le bras. C'est un signal social fort. Donc forcément, les mecs disent, attends, je veux être reconnu comme faisant partie de telle classe sociale, donc je vais porter ce type de montre. Ouais, c'est un marque ça a ramené pas mal de gens, plus les investisseurs. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, les gens ont tourné le dos à ça, du tout, c'est pas ça. Mais il y a eu un certain ras-le-bol de tout ça. C'est arrivé à des prix où les mecs ont dit, stop, c'est bon, je ne mets plus ce prix-là, j'en ai marre de me faire prendre pour un jambon. Donc les prix ont dégonflé depuis quelques mois. Donc, alors c'est toujours à une tendance relativement élevée, mais ça a quand même pas mal dégonflé. Et les gens, parallèlement à ça, en ayant marre de la Sainte Trinité, donc les 3 marques les plus connues, ont commencé à se tourner vers d'autres marques. Et parallèlement à ça, les Kickstarter sont arrivés. Parallèlement à ça, des marques ont affûté leur marketing, des marques plus entrée de gamme et plus milieu de gamme. Ce qui fait que les gens se sont tournés vers d'autres trucs et se sont rendus compte que finalement, ils prenaient un plaisir fou. Et moi, le premier, sur des trucs comme ça. Donc maintenant, tu as des montres à 1000, même moins, 500, 1000, 2000, 3000 euros, où tu as un plaisir infini. Il y a des boutiques de montres, nous, sur Bordeaux et sur Paris, qui de plus en plus, et ça n'existait pas avant, sont spécialisées dans ces gammes de prix. Et tu as des mecs hyper pointus, ou en tout cas des mecs qui adorent ça, qui maintenant viennent là-dessus, ce que tu n'aurais jamais généré ce genre de personnes, ce genre de boutique avant. Et alors, pour nos auditeurs, tu vois, qui ont un billet entre 1500 et 3000 euros à mettre, ou entre 500 et 3000 euros, sans chercher à spéculer, tu vois, à x10 ou peu importe, mais s'ils veulent acquérir une montre qui soit stylée, qui ne perde pas trop en valeur, sur quelles nouvelles tendances et nouvelles marques tu pourrais les diriger? Est-ce qu'on peut en citer 2? Alors moi, j'ai pas de boule de cristal. En ce moment, c'est assez compliqué là-dessus. En revanche, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, tu as le récent, donc tu as les marques contemporaines, enfin en tout cas les modèles qui sont récents et neufs. Okay. C'est assez compliqué de le dire pour certains, mais on va en citer quand même. En revanche, tu as la tendance de fond qui est le vintage. Ouais. Ce qu'on considère comme vintage, c'est quelque chose qui a plus de 20 ans. D'ailleurs, le nom vintage, ça vient de là. Comme les voitures Youngtimer. Exactement. Et ça, par contre, c'est en train d'exploser. Alors, ça a toujours fait une progression. C'est-à-dire, pendant que les autres explosaient, baissaient, fait bull run, etc., le vintage continue à faire sa petite progression chaque année, gentiment. Et donc, tu as des modèles qui, maintenant, sont vraiment des valeurs sûres. Il y a encore de bonnes affaires à faire là-dessus. Je pense notamment... Tu prends des modèles vintage, des vieilles Universal Genève, tu prends des vieilles Omega, des choses comme ça, des Paipan par exemple pour les Omega. Paipan, c'est comme un moule à tarte, c'est pour ça parce que le cadran est biseauté, il ressemble à un moule à tarte en fait, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Des choses comme ça qui se retrouvent encore autour de, selon les modèles, 800 à 2000 euros, on va dire, qui sont de très belles pièces. L'avantage, c'est qu'il y a une patine qui est faite, il y a une histoire
qui fait que personne n'aura la même que toi. Donc déjà, et c'est vraiment ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est pas avoir la même montre que le mec que le voisin, que le copain, que le mec dans le train, que le mec au resto, etc. Il y a vraiment une grosse recherche là-dessus, et c'est aussi pour ça que certains se détournent de certaines marques. Donc là, tu viens avec une vintage, tu as des Omega Deville par exemple, tu as vraiment des anciens modèles comme ça qui sont très sympas. Il y a des vieilles marques comme Eberhard qui sont ressorties aussi, qui sont des marques qui étaient complètement dans l'oubli et qui sont vraiment ressorties là-dessus. Ça, c'est des choses où on ne peut pas perdre d'argent. Tu achètes une petite pièce comme ça à 1000 €, tu vas la revendre au moins le prix que tu l'as acheté, si ce n'est prendre un billet de 100, 200, 300 là-dessus, quelques mois après. Donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que tu te fais plaisir, c'est le meilleur des deux mondes, et en plus, tu as quelque chose d'unique, qui a une histoire, qui a une patine, tu as une pièce qui est stylée, quoi, concrètement, enfin ça ressemble pas à personne qui a la même, et on sait qu'il y a vraiment le revival de ça, et en plus, pourquoi pas, demain c'est assez liquide, si tu veux vendre ta pièce, en même pas une semaine, tu vends ta pièce et tu la vends 10, 20, 30, 40% de plus. Ok, voilà. Trop cool. Merci beaucoup, c'est top comme info. Je vais aller regarder ça direct. Donc vintage, vraiment très intéressant à consulter, à voir. Il y a plein de petits sites, et je vous donnerai des adresses si vous voulez pour que tu puisses les mettre en description du podcast si tu veux, qui sont maintenant de plus en plus spécialisés dans les petites montres vintage et qui commencent parfois à 100, 200 €, hein, vraiment des trucs, mais qui sont d'une beauté. Tu as le cadran qui a patiné, enfin c'est magnifique. Et c'est hyper portable, ça a un style de fou parce que c'est des trucs des années 50, 60, 70. Et aujourd'hui, regardez les marques qui refont, elles pompent systématiquement dans le style de ces années-là. Donc de toute façon, autant aller à la source pour moins cher, et en plus, on ne peut pas perdre d'argent. Alors que si on achète ou une marque qui reprend les codes de ça, on n'est pas à l'abri que la marque se pète la gueule dans 3 à 5 ans avec des mauvais choix, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Alors, ça m'amène une question, justement, parce que tu vois, tu parles toujours de porter, de se faire plaisir, et moi, je suis tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que même mes montres, moi, bon, elles sont propres, hein, je les frotte pas contre les murs, mais elles ont des micro-rayures et des petits coups parce que je l'ai choisi de les porter. Et il y a une année, on a fait un mastermind avec justement un investisseur qui nous racontait que il avait une Rolex qu'il avait achetée et qui était dans un coffre. Il l'a même pas ouvert la boîte. Et elle est là. Il me dit, elle prendra de la valeur. Et si je dis pas de bêtises, en plus, c'était une Submariner Rolex hors acier, qui est pas ce sur quoi j'aurais le plus demandé. On est d'accord. Et c'est pas ce sur quoi j'aurais misé pour faire une plus-value, en tout cas. Mais je trouve ça d'une tristesse, et je voulais avoir ton avis là-dessus. Ça dépend de la catégorie. Alors, moi, je trouve ça hyper triste, et je l'avais raconté, je crois, justement avec Alexandre, je sais plus, où j'avais un collectionneur comme ça qui m'avait acheté une Sidweller, donc une 16600, donc Sidweller de 2005 ou 2008, qui était quasi neuve de stock. Alors, on appelle NOS, c'est New Old Stock, c'est-à-dire c'est des montres qui n'ont pas été vendues à l'époque dans la boutique et qui sont vendues ensuite, ou quand la boutique ferme, ou enfin des stocks invendus. On récupère des montres qui sont parfois stickées, c'est-à-dire qu'on a encore les stickers dessus en plastique, ou alors qui ont été uniquement montrés en boutique, ce qui est relativement le Graal d'un collectionneur. C'est-à-dire retrouver la sensation avec le set complet, boîte papier d'une montre, comme si on sortait des années 90, 80, 70 ou 2000. C'est un truc de fou. Donc forcément, ça a un prix. C'est comme si tu retrouvais une Porsche modèle 996 à la concession avec encore les plastiques sur les sièges, quoi. Donc, et voilà. Donc, si tu veux ce plaisir d'arriver là-dessus, ça a un prix et ça se paye. Donc, en effet, le mec, s'il est dans une optique d'investissement, mais après, ça se juge pas, hein, c'est ni bien ni pas bien. Pourquoi pas ? En revanche, moi, là où j'ai plus de mal, c'est quand je vois des mecs qui sont des amateurs et qui se privent de porter parce qu'ils se disent peut-être qu'hypothétiquement, demain, je vais pouvoir la vendre 15% plus cher parce que. Non mais là, mec, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, profite. Je pense en fait que tout simplement, là, ces gens-là, les gens qui se retrouvent là-dedans, en fait, ils n'ont juste pas acheté pour les bonnes raisons, quoi. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent une montre pour que de la spéculation, alors que pour moi, en tout cas, l'achat d'une montre à la base, c'est pour être porté. Enfin, c'est un des seuls bijoux qu'un homme peut avoir. Et c'est aussi pour ça qu'on n'était pas d'accord sur les podcasts précédents, dans le sens où, vu que tu la portes, tout de suite tu crées un affect, tu vois, tu crées. Non mais il y vient, c'est plus fort que lui. Non mais tu vois, tu crées un truc où tu te dis à tel moment, par exemple, j'avais telle montre, tu vois, c'est ça.
Donc, c'est le si seul par bijou contre, de l'homme, finalement. Enfin, ouais, à mon sens, c'est un des seuls ou c'est le seul bijou de l'homme, en effet. Moi, j'ai des montres que j'ai portées quand j'ai, et vous sûrement aussi, mais quand j'ai coupé le cordon ombilical de mes filles ou quand j'étais à la maternité ou et quand voilà. j'ai dit oui ma femme. Mm. Évidemment que je vais pas les vendre ces montres-là. Bah, c'est Voilà. sûr. Enfin, je suis Donc, vraiment ouais. le donc dernier des cons de le faire. acheter que pour ça, je pense. Ouais, Tony, t'as raison. Je pense que la personne, Mais, en fait, achète pas pour la bonne raison, quoi. mais moi, je suis d'accord là-dessus. J'ai des montres que je ne vendrai jamais. J'ai une montre que j'ai héritée de mon grand-père et une Longines. Alors forcément que elle a une valeur, cette montre. Pas une valeur folle, mais peut-être entre 1000 et 1500 euros. Mais quoi qu'il en soit, tu peux vendre ça. Il y a tellement de charges émotionnelles, de sentiments. Puis c'est une montre. Le jour où je vais aller signer un gros contrat, tu vois, où je vais chez le notaire, je vais mettre cette montre-là parce que c'est symbolique. Et c'est sûr que c'est chargé d'émotions, tout ça. Et On tu peut vois, pas l'enlever. Longines, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une super marque pour s'acheter du vintage qui prend de la valeur et qui a de la gueule, quoi, concrètement. Ouais. Tu trouves des pièces à entre 700 et 2000 euros qui sont magnifiques de ces années-là, des années 50, 60, 70, justement. Sachant que j'ai cru comprendre que tu avais des maisons horlogères Ouais. qui avaient des, je le dis Non, mais comme dis-le ça, avec comme ça me nous. passe, qui ont des sous-marques, en fait. Apparemment, a priori, de ce que j'ai compris, Mhm. Tudor, par exemple, Oui. c'est à peu près la même manufacture que Rolex, si je dis pas de conneries. Ouais. Alors, si Et tu veux, Longines, c'est aussi une alors, sous-marque de... Tudor, pour reprendre l'exemple de Tudor, concrètement, Tudor fait partie du groupe, fait partie de la marque Rolex, en effet, c'est le second vin de Rolex, finalement. Ok. C'était Skoda pour Volkswagen, c'est la même chose, quoi. pour le groupe VAG, etc. Alors, Ok. à l'époque, Rolex voulait une marque un peu plus accessible. Il avait créé Tudor, avec à l'époque des mouvements justement qui n'étaient pas des mouvements de manufacture. Donc, c'était D'accord. souvent les mêmes boîtes. On retrouvait même ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire le bouton sur la Oui. montre pour régler Oui. l'heure, Oui. qui était avec la marque Rolex dessus. Les bracelets étaient issus de Rolex. Enfin, c'était vraiment quasiment des clones, sauf que les aiguilles avaient une identité différente. Et c'était des mouvements pas des mouvements de manufacture, c'était des mouvements état la plupart du temps. Ok. Et puis, avec le temps, donc ça permettait d'être présent sur 2 marchés, finalement. C'était Eh plutôt oui, bien. ils ont raison. Ouais. Tudor a eu des années un peu difficiles. Et là, ils ont sorti depuis 10 ans des modèles incroyables. Et Ouais. ils ont carrément maintenant sorti des mouvements de manufacture. Donc vraiment du vrai in-house Tudor, qui sont Ok. des mouvements de tueurs, qui ont des réserves de marche de 70 heures, qui sont d'une précision redoutable. Donc maintenant, à très peu de choses près, une Tudor, qualitativement, se rapproche énormément de Rolex. Et pourtant, ça vaut 3 fois moins cher. Ouais, parce que Il a fait c'est ce que poser des j'allais questions dire. à des collectionneurs. Moi, par c'est- exemple, j'ai des Tudor. Je porte plus pour ces deux marques, en tout cas, je porte plus souvent des Tudor que des Rolex, tu vois. Parce que une Tudor, ça vaut 2-3 000. Tu as moins de mal à te promener avec un truc comme ça, qui, en plus, est moins un symbole de statut social. J'ai passé l'âge, en plus, si tu veux, maintenant, aujourd'hui. C'est pas par la montre que je fais passer des messages comme ça. Enfin, voilà. Moi, je les porte vraiment par plaisir, si tu veux. Et c'est des montres qui sont hyper robustes et qui reprennent en plus les codes. Et là où Rolex est intelligent, c'est que comme ils veulent pas abîmer ou bouger la marque Rolex qui a une telle notoriété, c'est un peu leur laboratoire d'idées, Tudor. Donc ils font des essais sur des trucs en disant on va y mettre un cadran comme ça, on va essayer ça, sans mettre en danger forcément la marque phare, si tu veux. Et à chaque fois ça marche. Donc en plus, Tudor est en train d'exploser depuis bientôt 10 ans maintenant. Ils ont sorti la Black Bay à l'époque, maintenant ils l'ont ressorti dans des versions différentes, mais c'était censé être un modèle de plus, et c'est devenu un modèle qui cartonne, mais c'est de la folie, quoi. Et on retrouve un petit peu parfois même la pénurie de chez Rolex, alors toute proportion gardée, parce que les prix s'envolent pas comme chez Rolex. Et c'est là que tu vois bien que c'est qu'une question de statut, en fait, présumé, de signal social qu'on peut envoyer, parce qu'en termes de finition de fabrication, on est très proche finalement. Voilà. Ok, donc Tudor, bon deal. Tudor, c'est un super deal. C'est, alors j'ai pas d'intérêt moi, en particulier, mais c'est des montres qui sont aux alentours entre 2005 et 4000 euros pour faire simple à peu près. C'est ça, ouais. Et c'est fiable, c'est robuste, c'est top, quoi. Enfin, franchement, on peut pas se tromper, c'est une valeur sûre. Ça prend pas vraiment de valeur, mais ça n'en perd pas. Mais ça tient bien sa cote aussi, de toute façon. Ouais, ce qui est déjà bien. Et pour en revenir à ce que disait du coup Tony, Longines, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est Longines, c'est une marque horlogère? Il y a que cette marque ou c'est une marque qui appartient à un autre groupe, tu vois? C'est des marques qui appartiennent à des groupes, comme si tu veux, t'as Richemont qui a plusieurs marques, t'as Swatch Richemont, Group. on est en pleine saison là de Richemont, la raclette, bien évidemment. Swatch Group par exemple, qui a effectivement, et qui a Omega aussi. Quand tu as vu récemment, et qui a Swatch bien sûr, et toute une myriade de marques,
quand tu vois par exemple la Moonswatch, je sais pas si vous avez vu le fameux phénomène de la... On en a parlé, on a essayé de l'acheter et tout. Impossible d'acheter ce truc. Exactement. Et ça a fait un carton. Alors, certains crient au scandale, mais c'est là où tu vois que ça a quand même pas mal évolué. C'est que, moi, à titre perso, je trouve que c'est un coup de marketing de génie, en fait. C'est un truc de fou. Est-ce que tu la possèdes, celle-ci? Non, alors moi, je l'ai pas possédée parce que j'ai pas voulu faire la queue 3 jours avant avec une tante quechua, si tu veux. Ouais. Ça m'a pas branché et j'ai pas eu envie de la payer 4 fois le prix. Elle commence à être accessible. Je passe parfois devant les boutiques. Si un jour je rentre et qu'elle y est, j'en prendrai une, quoi, si tu veux. Mais ouais, parce que moi j'ai essayé de regarder sur ça commence à Swatch et être tout. accessible maintenant. Ça commence à être. En tout cas, sur la boutique, tu peux pas l'acheter, quoi. Si, tu peux l'acheter, mais il faut vraiment tomber au bon moment, au bon endroit. Et Oui. quand tu vas, tu peux y aller. Ça s'est quand même vachement calmé, vraiment. Ok. Ça s'est calmé parce qu'il y a beaucoup moins de spéculation, donc forcément les mecs font moins la queue devant et c'est fini. Mais ils ont eux-mêmes été surpris, ils pensaient pas. Ça a créé une pénurie naturelle, si tu veux. Et c'est une montre qui est, à 250 balles, c'est parfait, quoi. Franchement, ouais. Et puis en plus, elle a de la gueule, quoi. Franchement, elle a de la gueule. C'est Swatch, on a beau dire ce qu'on veut, c'est des trucs qui résistent au temps malgré tout. En tout cas, pour le prix, c'est parfait. Donc, ils ont fait un carton absolu. Et là où je trouve que c'est malin, tu sais, ça me fait penser. Je crois que j'en parle dans un autre podcast justement. Je trouve ça super intelligent. Les banques, quand tu as ton bac avec mention bien, très bien, très très bien, pour te fidéliser dès que tu as 18 ans, ils te disent, on te crédite 100 balles, 200 balles, etc. sur ton compte. Donc comme ça, après, quand tu commences à avoir des bons plus tard, tu es déjà client de la banque. Mais eux, c'est pareil. Ils ont touché le mec de 20 piges qui n'a pas les thunes de s'acheter la Speed à 5000 balles. Il va s'acheter celle-ci, il va emmagasiner des souvenirs et justement quelque chose avec cette montre. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il aura un peu de pouvoir d'achat à 35? Il s'achètera la vraie Speed, quoi. Tu vois. Donc je trouve ça super smart, en fait. Ok. Alors moi, j'avais une petite question. Tu sais, on parlait tout à l'heure des montres un peu symbole statut social, et c'est quelque chose que tu peux pas nier. Moi, je sais que quand je vais dans certains cercles ou certains milieux, si tu veux envoyer, tu as un symbole fort, hein. Comme tu dis, c'est un symbole fort. Si tu as un truc à 2 barres au poignet, ça veut dire je peux mettre 20 000 balles là-dedans, quoi. C'est ça. Et ça envoie un signal. Mais si tu as dépassé cet âge-là, comme tu dis, et que justement tu veux montrer que tu es un amateur de montres, mais que tu veux pas non plus te faire arracher le bras dans le métro dans Emily in Paris 2, quelle est la marque de montre ou le modèle que tu peux porter pour montrer que tu es à la fois un amateur d'horlogerie et sans non plus en mettre pour trop cher et que ça craigne si tu veux la porter dans le métro, tu la portes. Alors, effectivement, déjà, sortir de la fameuse Sainte Trinité, ça c'est important. En tout cas, des modèles les plus connus des 3 marques, comme qu'on a cité déjà. Généralement, quand tu commences à avoir une certaine maturité horlogère, encore une fois, il n'y a pas de schéma absolu, mais ce qu'on observe souvent, c'est que les gens vont aller sur des choses parfois un peu moins voyantes, mais qui sont dignes d'intérêt horlogèrement parlant. Tu as par exemple, alors moi, j'ai pas franchi pas sur cette marque-là, mais il y a quand même des trucs chouettes. Chez Grand Seiko, par exemple. Oui. Grand Seiko, c'est la partie manuf haut de gamme de chez Seiko. C'est quand même fou qu'une montre porte le même nom, qu'elle vale 50 balles ou 4000 balles, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ce qui fait que dans la tête des gens, globalement, alors que les gens sont très bien informés grâce au réseau, savent les valeurs des montres, une Grand Seiko, c'est pas quelque chose qui va se voler des masses, c'est pas très liquide non plus à vendre, il faut quand même prendre son temps. Il faut pas, si le mec a besoin de thunes, il faut pas qu'il la mette, sinon il va la brader. Une Grand Seiko, quand tu sors de boutique, en revanche, quand ça vaut 5000, tu l'as à 2500-3000 en sortie de boutique. Donc déjà, moi, personnellement, faut pas l'acheter neuf. Dans ma logique d'invest, en tout cas de pas être trop con avec mon argent, j'ai du mal avec ça, en fait. Et pourtant, ou alors je vais les acheter au marché gris en deuxième main, où là, c'est plutôt intelligent. Sûr. Après, tu as des marques, quand tu vas dans du plus haut de gamme, si tu tapes sur du Jaeger-LeCoultre, par exemple, si tu tapes sur du Moser, si tu tapes sur du Lange & Söhne, des trucs comme ça, c'est des marques de manuf. Je vois Yann qui fronce les sourcils, on a perdu là. C'est des marques, c'est du 3 aiguilles. Bien souvent, c'est une boîte 3 aiguilles. Ça ressemble à une Lange & Söhne. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, ça ressemble à une Daniel Wellington, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est les trucs que tu vois à 150 balles. Enfin, encore une fois, pour celui qui ne sait pas, évidemment. Visuellement, c'est une 3 aiguilles, tout ce qu'il y a de plus simple, une boîte de 38 ou 40. Boîtier jaune, on ne sait pas si c'est du doré. Évidemment, elle est en or ou en platine, mais tu n'es pas censé savoir quand elle est couleur acier, en fait, elle est en platine, si tu veux, la montre. Donc déjà... J'avais un client comme ça à Lyon, où justement, il avait une montre et j'arrivais pas à voir ce que c'était. Et comme tu dis, on aurait dit une montre, une Daniel Wellington. Et un jour, j'étais vraiment assis à côté de lui au resto et j'ai vu.
Et c'était cette marque-là. C'est une Lange d'accord. Ouais. Et là, tu dis, à l'époque, si je te parle de Là, ça ça. pèse. Quand le mec a ça, déjà, ça pèse sévère, quoi. Ouais, ça devait être en alors que la marque a un nom. 2013-2014. J'avais regardé la cote et c'était une montre qui valait plus de 30 000 €, je crois. Ouais, mais une Lange de base, enfin de base, il n'y a pas de base chez eux, mais on est sur des billets généralement entre 40 et 60 sur des montres comme ça, alors que ça se voit pas. Donc tu dis, le mec est prêt à foutre 60 balles dans un truc qui se voit pas et apparemment il est collectionneur. Et en plus, il faut connaître quand même pour avoir ce genre de pièces. Bon, l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, ça parle pas mal sur une personne, quand même, je trouve. Le mec qui porte ce genre de choses, c'est quand même quelque chose, si tu veux. Donc voilà le type de marque, effectivement, que je trouve qui sont plutôt sympas. Et on va retrouver, même chez Patek Philippe, par exemple, tu as des modèles de chez Patek qui sont pas connus, qui sont des modèles 2-3 aiguilles, ou des Calatrava, des choses comme ça. Alors, malheureusement, maintenant, comme je disais, grâce ou à cause des réseaux, les mecs de plus en plus s'informent. C'est-à-dire que les types, avant, savaient pas trop ce qu'ils avaient au poignet. Maintenant, les mecs qui viennent braquer, ils ont des commandes carrément. C'est-à-dire qu'on leur dit, je veux tel modèle de Patek, je veux une 5712, cadran bleu, et les mecs vont dans les bons quartiers et t'arracher la main si t'as le modèle, quoi, tu vois. Donc, mais alors, ma question là-dessus, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière? Parce que quand je vois même les Rolex qui ont 10 ans, elles sont toutes frappées avec des numéros partout. Tu peux pas l'emmener réparer, cette montre. Tu la déclares volée, tu peux rien en faire. C'est très compliqué. Alors, ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il y a malheureusement quand même les acheteurs, parce que ça reste très liquide. C'est-à-dire que tu vas avoir des mecs qui vont aussi acheter ce genre de pièces, mais c'est vrai que dès qu'elle rentre dans le circuit, si elle rentre dans le circuit chez Rolex pour de la révision, de suite, il y a un warning, et de suite, voilà. On a vu des clients qui récupéraient des montres 5 ou 10 ans après qui avaient été volées, hein, concrètement, parce que... Et surtout, quand on achète une montre comme ça, ce qui est important, c'est que la montre ne t'appartient pas, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que si demain, tu te fais gauler, tu t'es présumé complice parce qu'on ne sait pas si tu sais ou pas que tu l'as acheté volé déjà. Parfois, de bonne foi, tu peux l'avoir acheté sans savoir. Et surtout, elle est saisie automatiquement. Parce qu'en fait, il y a un registre, les gars. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai un numéro. Ils m'ont donné un numéro de série. Ils ont pris mon adresse, mon truc, machin. Mais en fait, il y a un registre chez les flics. Alors, mais disons que c'est en train de changer, si tu veux. Jusqu'à maintenant, alors oui, il y a un registre chez Omega, etc. Mais c'est un registre interne, finalement. Donc, à part toi, savoir qu'elle a été achetée, toi, tu l'as achetée, je sais pas où, à telle année, en tel mois, on ne saura même pas à qui elle appartient, etc. D'accord. On saura par contre que c'est une speed de tel niveau, de tel modèle, etc. Bon, mais c'est bien, mais voilà, ça t'apportera pas grand-chose. De plus en plus, tu as des marques qui sont en train justement de s'organiser là-dessus. Et tu as des certificats, des watch certificates maintenant de plus en plus, avec des bases de données centralisées pour arriver justement à savoir si la montre est volée ou pas, pour arriver à savoir. Donc il y a pas mal de mecs qui justement sont en train de se servir et du Web3 pour arriver à avoir, et sur le même principe, si tu veux, que la crypto, hein, justement, pour arriver à avoir une signature de confiance qui te garantit que la montre est une montre authentique, d'une part, et que la montre n'est pas volée. Ça tend vers ça de plus en plus, en fait. Mais jusqu'à maintenant, c'était assez difficile, sauf si ça avait été signalé dans des fichiers internes. Donc bon. Mais ça fait quelques années que ça bouge pas mal. Et je pense que c'est un des gros bouleversements, justement, dans les années à venir. C'est que c'est en train de se structurer pour avoir une base centralisée. Ouais. Bah, eu égard au vol. Enfin, vous le voyez tout le temps, il y a des vols de dingue. Les prix ont... Enfin, aujourd'hui, avoir 10, 20, 30, 50, 100, 200 000 € au poignet, forcément, ça éveille des convoitises et forcément, tu as des réseaux qui s'organisent et qui sont très structurés pour arriver à choper ces montres-là, si tu veux. Donc derrière, il faut arriver à structurer des watch certificates. Ok. T'as une question, Tony, ou est-ce que j'ai un truc qui me vient en tête? Non, vas-y. Question d'entrepreneur à entrepreneur. Mon cher, est-ce que tu le fais? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu comptes le faire? Et du coup, je pourrais être certainement un de tes premiers clients. Est-ce qu'on peut te contacter pour rechercher une montre? Enfin, pas forcément une montre spécifique, mais déjà pour avoir ton avis sur un achat, que tu puisses, toi, aiguiller le client à dire, en fonction de la taille de ton poignet, en fonction de la vie que tu mènes, en fonction de ceci, cela, je te conseille tel et tel modèle dans telle et telle maison. Et plutôt qu'aller l'acheter, tu vois, je dis bijouterie, mais c'est pas en bijouterie, mais en magasin, profiter de ton réseau
pour pouvoir l'obtenir 100 balles ou 200 balles moins cher. Est-ce que ça, c'est un truc, tu vois, de la recherche, en fait, du coaching de montre, quoi. Enfin, je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler, mais... Ouais, moi, je peux aider, aiguiller les personnes, effectivement, à trouver ce qu'ils Et recherchent. bon, aiguiller, t'as vu, il aiguille les... Oui. Il est très très bon. Ouais, il est très très bon, Edouard. Je peux les aiguiller à ça. Déjà, il faut savoir ce qu'ils ont envie de porter eux. Comme tu dis très bien et très justement, forme de poignet, taille de poignet, lifestyle de la personne. Tu portes pas la même chose si tu es dans quelque chose de manuel ou moins manuel, si la montre va être mise à rude épreuve ou pas. Tu vois, j'ai quelqu'un qui va passer bientôt, un collectionneur, en interview sur la chaîne. Et la personne, lui, il est prof de sport, par exemple. Donc, tu vas pas l'aiguiller sur la même chose que si le mec est dans des bureaux en permanence, par exemple. Voilà. Et il est maître nageur aussi. Donc, tu vois, c'est encore autre chose. Voilà, donc, typiquement. Mais déjà, les aiguilles là-dessus, sur ce qu'ils aiment, puisqu'on fait... moi, ça a été un cheminement depuis 30 ans des marques. On avance, on va sur des marques, puis on revient sur d'autres, etc., etc. Est-ce que c'est de l'invest? Est-ce que c'est pas de l'invest? Est-ce que c'est du patrimonial pour laisser aux enfants? Est-ce que c'est pour faire un billet? Est-ce que c'est pour avoir quelque chose de liquide? Parce que tu as des mecs qui sont en juste à temps. Tu sais, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés à poil là récemment. Parce que, comme je te disais, les Rolex Daytona étaient montés jusqu'à 50 000 euros. Tu as des gens qui avaient fait des crédits pour acheter ces montres pour faire de la spéculation. Sauf que la montre, elle est passée entre 25 et 30 000 euros maintenant. Donc, les mecs payent un crédit. Comme ils ont eu peur, ils ont eu le fameux réflexe de vendre, le FOMO qu'on connaît tous, en disant, oh là, c'est en train de descendre, je vais la vendre à 45 de peur que je puisse pas la vendre à 35. Ils ont perdu de l'argent à la vente, perdu de la vente à l'achat, ils ont perdu sur tous les plans, si tu veux. Ils payent souvent un crédit quand ils ont acheté ces montres-là, et ils se retrouvent en slip, quoi. Donc, il faut savoir aussi, et ça, c'est le plus important, vous le dites souvent, vous aussi, dans une mesure différente, avoir des choses qui soient dimensionnées par rapport à soi. Mais le mec commence à se lancer dans une montre à 50 000 balles, alors que c'est un mec, alors que c'est son salaire annuel. Non, mais mec, bien sûr. lâche l'affaire, quoi. Ouais, mais tu serais surpris de voir ça. Parce que mais je suis sûr, mais des teuteux, nous, au début où on a lancé le podcast, cette anecdote, je la raconte tout le temps, mais on avait souvent des très jeunes qui nous demandaient en fait quel statut de société monter pour pouvoir acheter, je me souviens, le modèle de voiture, un X5. Non mais sans déconner, commence à empiler des lots. Mais du coup, Edouard, est-ce que ça répond partiellement à ma question, mais est-ce qu'on peut te contacter, te dire voilà, j'ai un besoin, j'ai une envie de montre, et du coup pénétrer ton réseau grâce à toi, tu vois, pour obtenir un modèle moyennant finance. Est-ce que ça existe ou pas du tout? Alors, c'est un modèle qui... Alors, je vais te répondre. Oui, je peux faire ça tout à fait, parce que évidemment j'ai le réseau, et puis je pense qu'être coaché là-dessus, de toute façon on va sur du coaching sur pas mal de choses, et donc ça c'est plutôt intéressant. Quelqu'un qui veut juste faire uniquement de la spéculation en me disant voilà j'ai ça m'intéresse pas, mais je veux que tu me places de l'argent pour faire ça, l'intérêt est limité, c'est pas forcément la porte que je vais ouvrir. Je sais pas si tu d'accord. Ouais. Il manque la passion. Quelqu'un qui me dit moi ça m'intéresse, je m'intéresse au truc, mais je suis pas ennemi de mes intérêts et j'ai envie en plus que ça prenne de la valeur chaque année. Et si demain j'ai besoin, pas me retrouver en slip et en plus pouvoir faire un billet, oui évidemment. Et là on peut arriver sur un coaching personnalisé sur ce genre de choses et bénéficier du réseau. Comme tu le dis, ils peuvent me contacter bien sûr. Donc là, via l'Instagram s'ils veulent. C'est ce que j'allais dire. Instagram, donc démontrez-vous. Ou via le Gmail, démontrez-vous@gmail.com. Ok, voilà, cool. Pas de souci. Impec, ça marche. Mais voilà, parce que moi je suis comme vous le faites, moi j'ai besoin d'être aligné avec les valeurs et j'ai rien contre les spéculateurs là-dessus parce que c'est ni bien ni pas bien. Mais moi, uniquement, s'il y a des mecs qui s'y intéressent absolument pas et qui sont uniquement là pour ça m'intéresse pas. En revanche, des types qui s'y intéressent mais qui veulent au passage en plus faire un billet ou au passage en plus, au-delà de ça, se faire plaisir tout en ne perdant pas d'argent, là ça a de l'intérêt si tu veux. Et trouver vraiment la pièce. Impec. Mais c'est vrai que puis encore une fois, c'est compliqué d'avoir une boule de cristal. Moi, les derniers achats que j'ai faits, forcément, alors j'ai fait des très très bons coups, mais j'ai pas vendu non plus. Mais il suffisait, j'ai pas besoin d'être un génie en fait, parce que j'ai acheté l'année dernière, en début d'année dernière, début 2021, on a connu une vraie explosion l'année dernière et ce début d'année, jusqu'à ce que ça redescende. Mais après, je voulais revenir sur les collections, comme tu disais, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, j'ai commencé vraiment à regarder en 2015, et tu avais l'impression qu'il y avait la collection parfaite,
Donc dedans, tu avais une Rolex Submariner, Une Speed, une Speed, une Patek Philippe 5711, tu avais une Tag Heuer Monaco, et là, tu avais tout gagné, si ouais, tu tu faisais veux. le spectre et t'étais le winner du moment, quoi. C'est ça. Et justement, je trouvais que c'était dommage. Et tu vois, par exemple, revenir sur porter ce que vous aimez. Moi, j'aime bien les Rolex. Je suis en train de regarder en ce moment une Days Just. Et moi, j'aime bien les modèles en 36 mm parce que j'ai pas envie d'avoir trop gros, d'avoir une horloge au poignet. Tu as plein de gens qui me disent « Ouais, mais c'est plus féminin, prends une 41 ». En fait, moi, quand je l'essaye, pourtant, je suis plutôt costaud, mais je trouve que ça me va pas. Et encore une fois, c'est d'acheter ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, pas le truc à la mode ou le truc que veut votre voisin, d'avoir votre rêve à vous. Et je trouve que ça, c'est super important. On est allé, en fait, pendant une certaine période sur des diamètres plus importants. Les montres faisaient toutes 42, 45, 47 pour certaines, tu vois. Et moi, j'ai toujours été sur des diamètres, pourtant, enfin, je suis assez grand quand même, enfin, je fais 1m84, tu veux, donc j'ai souvent porté des Datejust en 36 aussi, que je trouve magnifiques. Je porte même des montres en 35, 36 parfois. Ouais. Et les mecs me disaient, mais c'est petit, c'est machin, mais en fait, c'est hyper élégant. Et si tu veux, la plupart des montres jusqu'en 2010, c'était des montres qui dépassaient pas les 38-40 en fait, en général. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, la taille ne compte pas. Fais gaffe quand c'est trois mecs qui le disent. Mais justement, tu vois, j'étais en train de me faire une petite réflexion. On a beaucoup d'auditrices, on a beaucoup d'auditeurs, on a beaucoup d'auditrices. Ouais. Et dans ce monde de montres, on parle souvent d'homme à homme. Enfin, on parle souvent pour en fait une clientèle masculine. Oui. Si on a là des auditrices qui souhaitent, comme tout à l'heure, je te disais, acheter, investir. Voilà. Qu'est-ce qui, sans même parler d'investir, mais s'acheter une belle montre, sur quoi il faut partir? Est-ce qu'on reste dans les mêmes maisons et parce que c'est unisexe, ou alors, je sais pas, Rolex a une gamme féminine, Omega a une gamme féminine, j'en sais absolument rien. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditrices? Alors déjà, c'est cool que vous ayez pas mal d'auditrices, effectivement. Moi, j'ai un peu cette proportion aussi, et je suis très content parce que généralement, c'est une proportion qui est assez faible, féminine, dans les podcasts, dans les vidéos, et un petit peu comme vous, j'ai pas mal de femmes. Déjà, ça c'est top et on les salue. Tu disais qu'est-ce qu'il faut. Alors voilà, moi je bannis de mon vocabulaire le qu'est-ce qu'il faut. C'est-à-dire c'est qu'est-ce qui vous plaît. Après, là-dedans, effectivement, il y a des choses qui sont plutôt sympas. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, par exemple, je prends chez Rolex, les tout petits diamètres, les moins de 31 mm, je trouve que pour une femme aujourd'hui, je trouve ça un poil désuet, moi. C'est-à-dire que je trouve que c'est ce qui est super sexy et glam chez une femme quand elle porte une Datejust en 36 ou même une Sub en 40. Je trouve ça hyper beau, franchement. Et ça, c'est un avis personnel. Après, sur d'autres marques, pour être sur des choses moins pour sortir de Rolex, etc., chez GGR, une petite Reverso, c'est absolument splendide. Des petits modèles de chez Hermès, l'étrier de chez Hermès qui est absolument incroyable. Ça, c'est des montres qui sont très très belles, qui sont pas forcément des montres extrêmement chères et qui perdront pas de valeur de toute façon, qui prendront toujours un petit peu. Tu vois, Hermès, enfin là je rebondis, Hermès, je savais même pas qu'ils faisaient des montres. On parle bien de Hermès, la maison de couture, là. Tout à fait, ouais. Et alors, par contre, contrairement à Boss, alors pas à la même échelle, on est bien d'accord, mais Hermès qui fait des ceintures, des fringues, de la maroquinerie, on peut partir du principe où ils font des montres avec un mécanisme qui tient la route. Complètement, ouais. Mais Hermès, ce sont des obsédés de la qualité, si tu veux. Enfin, c'est juste du bracelet au mouvement. Donc, soit ils font appel à des manufs qui sont extrêmement réputés, soit ils font, en termes de finition, en termes de légitimité, voilà une marque qui, très sincèrement, est extrêmement légitime. Mais qui a été un petit peu boudée parce que, enfin, pas boudée, mais en tout cas, dont la lecture est un peu brouillée parce qu'ils font plein d'autres choses. Mais ils ont des designs très forts, des pièces qui sont très belles. Voilà, donc on peut avoir des trucs mais très sympas. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une marque comme Vuitton, par exemple. Vuitton n'a aucune... encore une fois, ça n'engage que moi quand je dis ça, hein, mais pour moi, Vuitton n'a absolument aucune légitimité en horlogerie. Déjà, c'est mon point de vue, encore une fois de plus. Hein. La tambour, par exemple, de chez Vuitton, alors ils l'ont fait un peu évoluer, mais je trouve ça assez grossier finalement. Mais c'est surtout que verte fluo.
Non, non, mais c'est un modèle. Elle s'appelle tambour parce qu'elle est en forme de tambour un petit peu. Voilà, enfin, elle est assez. Il faut vraiment voir. T'as le monogramme et les trucs du monogramme, ils sont sur chaque heure, etc. Enfin, et m'as-tu vu Enfin, je trouve ça assez insupportable. Parce que le revendeur de montres, le dealer de montres un peu plus vintage avec qui je travaille de temps en temps, il en avait une à vendre une fois. C'est infourgable. Il l'avait récupéré d'un client, à mon avis, tu sais, en disant « Ok, je te vends celle-là, mais je t'achète celle-ci, mais tu me prends ma merde. » Et il la vendait 15 000 €. Ouais. Et c'est une montre qui valait 90 000 en boutique. C'est insupportable. C'est ouf, hein. Et tu vois, il y a eu tout la mode, tout ça. Alors, les mecs se bouffent les doigts maintenant. Toutes les Chanel J12 en céramique noire ou blanche, qui valaient une fortune. C'est extrêmement démodé en plus. Les montres Dior, les chiffres rouges de chez Dior, etc., qui sont des montres. Ça a été une mode. Voilà, les marques se sont lancées là-dedans. Voilà. Et même pour des personnes qui ont. Alors là, on n'est plus dans l'horlogerie, mais une petite montre Lancel, c'est pas très cher. C'est plutôt sympa pour un budget moins élevé. Voilà, une femme qui va avoir quelque chose d'assez joli quand même, et ça a de la gueule. Mais effectivement, moi, je trouve qu'une petite Reverso de chez Gérard-Lecoultre, c'est quand même sympa. Une petite Datejust même en 36, comme on disait, voilà, des choses qui sont dignes d'intérêt pour des femmes. Et les femmes peuvent porter des diamètres comme ça, contenus pour hommes, et qui sont assez importants pour elles. C'est marrant comme la tendance c'est un petit peu inversée, c'est-à-dire que c'est devenu élégant pour une femme de porter un diamètre un peu plus gros, et c'est devenu élégant pour un homme de porter un diamètre un peu plus petit. Exactement. Voilà. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Une femme qui porte une sub aujourd'hui ou une GMT, vous savez que les GMT en Asie, ça a explosé parce que les femmes ont eu une demande mais absolument hallucinante sur la GMT Master de chez Rolex en Asie, aux États-Unis aussi pas mal. Donc c'est vrai que c'est 40 mm, et c'est vrai qu'une 40 sur une femme comme ça, c'est hyper glam, c'est hyper beau, franchement. Après, c'est un point de vue, encore une fois. Ouais, bien sûr. Mais les tout petits diamètres, là par contre, c'est du moins de 30 mm. Généralement chez les femmes. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça, moi j'aime moins. Après, il y a eu un désamour d'ailleurs des femmes pour ce genre de pièces. En plus, la lisibilité est quand même contestable parce que pour arriver à lire sur un petit cadran, c'est un peu désuet. Ouais. Je suis d'accord aussi. Ouais, je trouve aussi. Sauf si c'est une pièce vintage où là c'est un petit clin d'œil, c'est sympa. Mais sur une pièce récente, bon, c'est un peu moins. Ok, trop cool. Mais c'est intéressant. Et encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, où il faut que ce soit en regard du patrimoine. Finalement, quand tu veux en faire de l'invest, c'est comme pour de la crypto, quoi. Allez pas faire des crédits pour acheter une montre. Mais on le voit sur Instagram. J'ai vu des pubs de trucs de crédit pour acheter des montres. Bien sûr. Il y en a plein. Il y a une boutique sur Bordeaux qui fait ça. Et encore une fois, j'aime pas juger parce que chacun voit midi à sa porte, etc. Moi, je sais que je le ferai pas. Mais après, d'un point de vue d'investisseur, on peut le dire, c'est n'importe quoi. C'est de la merde. Que le mec se fasse plaisir sur une pièce à 5 000 €, et s'il veut, pourquoi pas, il gagne des ronds, il fait un crédit parce que, à la limite, il fait ce qu'il veut. Mais je vois des pièces en plus qui sont vendues 200% leur prix de départ, parce qu'elles sont sur un crédit qui en plus a un TAEG, je t'en parle même pas. À 9. C'est l'âge de ma fille qui est au lycée, si tu veux. Et là, tu te retrouves avec des trucs où les mecs payent des mensualités de ouf pendant 5, 6, 7 ans. Tu vois. Pour une montre qui est censée refléter un status symbol, un statut social. Bien sûr. Ce qui est censé, je dis bien. C'est pour ça que ça devient, voilà. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, on n'a pas relevé, mais sur les achats, ça c'est un conseil important, c'est acheter dans des réseaux connus, chez des vendeurs connus qui ont pignon sur rue, ou des personnes que vous connaissez. Parce que la contrefaçon depuis des années est en train de progresser d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué de reconnaître, notamment chez les marques les plus diffusées, des contrefaçons, parce qu'elles sont extrêmement bien faites. Donc, ils appellent des clones réplicas, je crois, des trucs comme ça, avec des grades. Il y a des grades de qualité, entre guillemets. Et vous avez des répliques de Rolex à 800 ou 1000 €, mais 1200 €, ce qui est cher pour une réplique quand même, mais qui sont quasi parfaites. C'est-à-dire que même le mouvement est gravé, tout est refait exactement comme la vraie. Et les mecs vont même parfois jusqu'à reprendre des numéros de série d'une marque, d'une montre existante. C'est-à-dire qu'ils achètent où ils ont une vraie Daytona, qui va dire dans l'extrait de registre de chez Rolex, c'est une Daytona cadran noir, cadran céramique, une 116, 500, etc., etc. Ils refont à l'identique avec ce numéro de série une quantité infinie de fausses. Donc c'est juste dingue, quoi. Mais ça, alors tu vois,
Pour faire un petit mot, mais sur ce que tu disais, soit c'est la rat race en fait. Voilà, paraître riche, faire un crédit pour une montre comme ça et l'acheter en contrefaçon, ça revient au même. Ouais. Il vaut mieux vous acheter, enfin c'est mon avis, mais une Seiko 5 à 200 €, un modèle authentique qui est une jolie montre, qui est robuste, avec une réserve de marche qui est super chouette, un vrai mouvement mécanique qui est déjà sympa à porter pour une entrée de gamme. C'est une belle porte d'entrée pour l'horlogerie. Ouais. Voilà. Plutôt que d'aller s'acheter une fausse Rolex pour faire passer un symbole que vous n'avez pas. Il vaut mieux plier le game des invests, achetez-vous une vraie montre, une vraie Rolex ou une vraie Omega comme Yann vient de s'offrir. Et puis c'est à vous, en plus, quand vous faites ça, c'est à vous que vous mentez. Enfin, je sais pas vous, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de grandir avec, en voyant à peu près tous les milieux sociaux, si tu veux. Donc ça te permet aussi, quand t'es gamin, d'observer les codes, de voir un petit peu. Donc je connais un peu tous les codes des niveaux différents. Et quelqu'un qui achète une fausse et qui n'a pas le lifestyle qui va avec, mais tu vois de suite, en fait. C'est juste ridicule. Et puis, il y a aussi autre chose. Moi, j'estime qu'il y a autre chose, c'est que sur la première montre, moi, ça m'embêtait, par exemple, d'acheter sur Chrono 24. Donc, je ne l'ai pas acheté sur Chrono 24 parce qu'en fait, je voulais vivre l'expérience totale. Ouais, je comprends. Et quelle folie je souhaite vraiment à tout le monde. Moi, limite, tu vois, ce que je retiens le plus, c'est pas la montre que j'ai, mais en fait, l'expérience de l'achat, tu vois, c'est complètement fou. Carrément. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont matrixé comme il fallait, au final, parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire et ils ont raison. Mais entre le moment où tu rentres dans la boutique la première fois, que tu l'essayes, qu'ils te la mettent avec leurs gants et tout, qu'ils te la mettent à la taille, qu'ils te la mettent à la taille, qu'ils disent bon bah écoutez, on va procéder par virement, vous revenez la chercher dans 3 jours, on vous la met dans le coffre, ils t'ouvrent le coffre, ils la mettent dans le coffre, la petite carte de garantie qu'ils mettent après à ton nom, qu'ils enregistrent, etc. C'est ta montre. Exactement. Tu veux un café, ils te proposent 82 possibilités de café. Tu leur demandes de l'eau, ils te mettent une bouteille d'eau, des mini bouteilles, machin. Enfin, tout est complètement fou, tu vois. Tu marches sur une moquette, elle fait 2,30 m d'épaisseur. C'est carrément une moquette acoustique. L'expérience utilisateur, en fait. C'est merveilleux. C'est tellement, et ce que tu dis, c'est hyper important. C'est-à-dire que acheter une montre au marché gris, pourquoi pas, mais déjà la payer pour certaines marques 2-3 fois le prix, bon déjà moi c'est impossible. Même si je peux le faire, pour moi c'est impossible. Et surtout, comme tu dis, l'expérience, se pointer dans la boutique, on ouvre la montre, on te la met à la taille, on met la carte de garantie, c'est devenu ton objet de suite. Et là je comprends, et je te rejoins dans ce que tu disais, on peut pas vendre un modèle comme ça. Moi en fait ce que j'ai fait, c'est que, après les gens font ce qu'ils veulent, moi j'ai un noyau dur de montres qui sont mes montres que je ne vendrai pas, qui sont les montres qui comptent et que je mets pour les moments, entre guillemets, les étapes de la vie, si tu veux, même toute proportion. Même, ça va vous paraître con, mais quand j'achète un appart ou un immeuble, un truc, souvent je fais une photo avec la montre devant le truc qui est complètement pourri, et à la fin, quand il est terminé, avec la même montre, tu vois. Ah, mais c'est pas con du tout. C'est mon délire, en fait, ça. Non, mais c'est carrément trop bien. On parle souvent, tu vois, de savoir se féliciter après avoir accompli quelque chose. Exactement. La valeur. Et donc, franchement, c'est pas con du tout, au contraire. Et attends, je te laisse finir, et ça m'a généré donc voilà, cette expérience, elle est vraiment importante, faites-le. Et j'aimais bien ce que disait Anthony, effectivement, commencez par des modèles qui vous ressemblent. Et Seiko, par exemple, tu en parlais, le mec qui prend une Seiko Tuna, c'est un modèle de Seiko, ou des choses comme ça, qui sont des choses qui valent avec des boîtes, ce qu'on appelle turtle, parce qu'en fait la boîte de la montre, c'est le boîtier de la montre en forme un peu de tortue, en fait, un petit peu comme ça. C'est des montres qui sont très sympas, qui valent entre 500 et 1500 €. Et c'est des montres dignes d'intérêt, c'est hyper bien construit, t'en as pour ton argent, c'est top. Tu pars à l'étranger. Moi, quand je voyage, j'ai pas envie de me poser la question si je vais me faire couper le bras, ou si la montre a un pet ou un machin. Enfin voilà. Et c'est le meilleur du truc. Ils font des cadrans de ouf là-dessus. Ils ont des reflets. Seiko, c'est les maîtres pour ça. C'est vraiment, ils sont très très forts. Et et pour répondre aussi à la question que vous faisiez au départ, et tu prends un plaisir infini. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas proportionnel à la valeur de la montre, en fait. C'est ça. Moi, j'ai acheté des pièces depuis l'année glissante là, où j'ai kiffé d'apprendre des pièces à 1000 balles, quoi, en fait. J'ai kiffé. Et à l'inverse, je connais des gens qui disent, mais moi, je suis pas capable de porter une montre à 1000 € parce que c'est pas possible. C'est trop. Comme le dit aussi Anthony, comme le dit Tony aussi, quand je vais à un truc, c'est con, mais où tu sais que tu as besoin d'être crédible, machin, forcément, je vais plus mettre une pièce qui pèse un peu, quoi. Mais t'as raison, bien sûr. Parce qu'on sait que
dans la tête des gens, c'est un signal aussi. C'est pas pour paraître machin, mais tu te dis, tant qu'à faire, on va donner tout, on va mettre toutes les bonnes chances de notre côté. Si tu veux faire, tu vas avoir quelqu'un pour pas une banque, mais en tout cas, tu vas avoir quelqu'un où tu as un associé, quelqu'un où tu as envie de faire quelque chose et de mettre en confiance. Bah, c'est sûr que bêtement, c'est peut-être bête parfois, mais tu vas plutôt mettre une pièce en tout cas qui parle pour toi, qui résonne pour toi. Et sans parler, Edouard, de valeur, parce qu'on va te laisser tranquille avec ça, mais aujourd'hui, ta collection représente combien tu as de montres en fait autour de toi, que ça soit chez toi, pas chez toi, tu as une collection de montres de... C'est quoi la proportion? C'est une dizaine, moi, déjà, une vingtaine? Et ce que je fais déjà, c'est que j'ai à part la pièce que je porte, j'ai pas de pièce chez moi parce que évidemment, je m'amuse pas à garder les pièces. Alors c'est contraignant, mais je garde pas de pièces chez moi, clairement. Alors, je fais juste une petite parenthèse là, mais moi, c'est la même chose que toi. À part celle que j'ai au poignet ou que je porte en même temps, moi, c'est tout à la banque, dans un coffre à la banque, pour que ce soit sécurisé. Et en plus de ça, quand tu as un peu une présence sur les réseaux, voilà, au moins. Ah oui, non, mais c'est clair. Enfin, quand tu as une présence sur les réseaux, tu peux pas avoir de pièces chez toi, etc. Donc ça, c'est clair. Après, ces coffres, banques, etc. Voilà, ça se compte en dizaines, enfin en plusieurs dizaines, voilà, pour faire simple. Mais encore une fois, il y a à peu près toutes les valeurs, quoi. Voilà. Ouais, bien Il y a sûr. à peu près tous les âges. J'ai des montres. Les plus anciennes que j'ai sont des montres de 1930, 1940. Comme j'ai des montres qui ont quelques mois, quoi. Que je prends plaisir à porter. Et j'aime bien le côté décalé. Et c'est vraiment le reflet depuis, je trouve, depuis la Covid. On a pas mal changé déjà sur l'habillement. C'est-à-dire que moi, je vais voir des clients, des trucs, je pense comme vous, parfois en hoodie, en machin, en Air Max, et puis basta. Et donc, la pièce a encore plus d'importance. C'est-à-dire que j'aime bien parfois être l'été, je suis en t-shirt, en machin. T'as un pauvre t-shirt, truc, et tu portes une belle pièce, quoi. Et quand je dis belle pièce, je parle pas forcément de valeur, mais un truc qui dit, putain, qui fait écho à un collectionneur et qui en tout cas a du sens. Et ça, c'est cool, quoi. Je trouve, franchement, c'est un truc que j'adore. Est-ce que vous avez vu la Swatch DBZ? Ils ont sorti une Swatch Dragon Ball Z, enfin plusieurs en fait. Oui, il y en a une Vegeta, il y en a une... elle tue. C'est flashy quand même. Non mais je pourrais pas la porter, mais par contre, très bonne idée quoi. Comme tu disais, smart à bloc. J'ai trouvé rigolo. Mais c'est hyper smart, c'est clair. Mais après, même dans les Swatch, sans parler des Moon Swatch, c'est-à-dire du truc pareil, ils ont fait le fit avec Omega, il y a des modèles qui sont plutôt sympas, hein, franchement. Et c'est ça où je te dis, il y a vraiment un mindset qui est en train de changer là-dessus. Alors, évidemment, tu as les indécrottables qui resteront en disant je prends que du machin, je veux quel truc, etc. Mais voilà, des boutiques qui font des montres de 1000 à 3000 euros et qui cartonnent, c'est vraiment ce qu'on est en train de voir de plus en plus. Et moi, dans les interviews que je fais de plus en plus avec les patrons de marques, c'est des marques dans ces prix-là, parce que c'est eux qui font bouger le marché. Enfin, le mec qui fait des pièces, les marques qui font des pièces horlogères à 20, 30, 50, j'adore. Hein. Par contre, ça sera plus pour aller visiter la manuf, pour voir les mecs passionnés. J'ai écouté récemment un truc, un reportage sur YouTube, des mecs qui font les complications et les répétitions minutes chez Vacheron Constantin. Et le mec expliquait dans la vidéo, essayez de la voir d'ailleurs si vous voulez sur YouTube, c'est un des maîtres horlogers, donc on les appelle quand même maîtres horlogers. Il te dit, mais je viens le matin au boulot, mais je suis tellement heureux de faire ça, quoi. Donc là, c'est une rat race de rêve, par contre. Tu vois. Je pense qu'ils sont un peu payés aussi, les mecs. Hein. Il y a un savoir-faire qui est ouf, et il crée quelque chose qui est tellement beau, si tu veux. Et le mec dit, mais j'ai la vie dont je rêvais, en fait. Et c'est ça, moi, ce qui m'a fait aimer l'horlogerie, c'est que c'est un des rares secteurs où les mecs créent sans contrainte de budget, quelque part. C'est-à-dire, quand ils créent un modèle, on ne dit pas, faut que tu crées un modèle, mais il ne faut pas que ça coûte plus de 10 000 balles, parce que on dit, tu crées un modèle, la seule limite, c'est celle que tu vas t'imposer, et il faut que tu ailles dans le beau, il faut que tu ailles dans la complication. T'as pas beaucoup de métiers où il y a ça quand même. Hein. Non, carrément, c'est ça que je trouve magnifique, et c'est là où ça révèle ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, donc la création et la création de valeur. Mais c'est mon point de vue, encore une fois. Ok, non, mais cool. Non, mais t'en parles très bien, encore une fois. Et c'est vrai que ça va. Faut remettre de la passion dans tout ça. Et c'est ça qui fait du bien. Et quand tu les portes, moi, je sais que peu importe la montre que je vais prendre, mais je vais la choisir le matin, tu vois, et je vais être content. Et moi, ça me rend heureux, en tout cas. C'est rigolo, mais... C'est top. Et pour la parenthèse, tu disais on porte pas. En plus, depuis quelques années, le métier a pas mal changé et on peut remettre à neuf une montre qui a pris des pets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une boîte, si demain tu as une Royal Oak qui prend un pet sur la lunette,
tu as des gens qui rechargent en acier, qui peuvent te repolir à l'identique. Si tu as un cadran qui est abîmé, tu as des cadraniers qui repeignent et qui te remettent à l'identique, etc., etc. Alors, après, pour les puristes, ils vont dire oui, mais ça a été touché, etc. Mais si c'est une montre que tu veux garder et que tu veux qu'il soit belle, on peut te refaire le polissage du bracelet d'une Royal Oak à l'identique. Voilà. Ouais, puis encore une fois, c'est comme Booba dans la chanson qui disait ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Il y a un moment où moi je préfère avoir une Lamborghini qui a pris un pet parce que je me suis tapé un trottoir ou un truc que pas de Lamborghini du tout, ou encore pire, qu'elle soit sous une bâche dans un garage que je conduis jamais, quoi. Bah, comme dit l'autre, hein, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Je pense que tout est dit là-dedans, en fait, tout simplement. C'est vrai. Donc, c'est très très beau. je valide. Bon, en tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Et je pense aussi le long terme te donne souvent raison. Alors là, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais une des premières jolies montres que je m'étais offert, ça a des années maintenant, ça a plus de 10 ans, c'était une Longines, une Hydro Conquest, si je dis pas de bêtises. Très sympa. Très sympa, et je lui avais mis le même bracelet NATO que James Bond, tu vois. Elle était très très jolie cette montre, et j'aime bien. Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. C'est une très jolie montre, hein. C'est très sympa ça. Hein. Et c'est pas très cher comme montre. Hein. Eh ben, tu vois, je l'avais eu en boutique pour à l'époque, je crois, 750 €. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur Chrono 24 par curiosité, et c'est le prix qu'elles se vendent. Pour le modèle... ça vaut une Reconquest, ça vaut entre 800 et 1500 selon les finitions, etc. C'est digne d'intérêt, c'est joli. Et tu vois, je me suis dit, pour une montre qui n'est pas forcément de la haute horlogerie et un prix à 700 €, bah, j'ai pas perdu d'argent en tout cas. Si je voulais la revendre, je perdrais pas d'argent. Longines, encore une fois, c'est digne d'intérêt. Et pour parler de l'occasion, je voulais quand même faire la parenthèse. Rolex a sorti il y a 15 jours de ça la belle occasion, si on peut dire. Ça fait comme les bagnoles, je disais. Comme les Porsche Approved. Certified Pre-Owned. Ok. Beaucoup l'attendaient, puisque on sait qu'il y a une spéculation de ouf sur leur montre. Je pense pas que ça ait l'effet escompté. J'ai pas de boule de cristal, mais la façon dont ils l'ont fait, Rolex se réfléchit et ils sont très très forts quand même. C'est-à-dire que c'est des montres qui ont entre 3 ans et 35 ans, qui re-rentrent dans leur réseau, qui ne sont distribuées que par des revendeurs AD, c'est Authorized Dealer, donc des revendeurs du panneau Rolex. Ils les font réviser. C'est-à-dire en fait, c'est le revendeur qui achète la montre, l'envoie chez Rolex, la récupère et la revend avec un prix libre. C'était une bonne idée. On pensait tous que ça allait réguler le marché. Je pense que ça régulera pas du tout le marché. Parce que déjà, en fait, les mecs rachètent la montre, ils la renvoient chez Rolex. J'ai parlé avec un professionnel la semaine dernière. Il m'a dit, en fait, la révision chez Rolex, plus le fait d'avoir la petite carte de garantie, remettre ça en condition, c'est entre 1000 et 4000 € facturés par Rolex. Donc déjà, c'est juste énorme, sachant que c'est des montres qui sont jamais reprises moins cher que le prix boutique. Donc ça veut dire que ça va être compliqué quand même pour un revendeur de justifier qu'en prix boutique elle est à 10 000 et qu'en prix Certified Pre-Owned, qu'elle a 5 ans, elle vaut 15 000. C'est du délire, quoi. Donc ce qui devait être une bonne idée au départ, on verra. Après, je sais qu'ils sont très forts, donc ils ont dû penser à peu près à tout. Mais j'attends de voir parce que ça ne régule pas spécialement. Bucherer a été un des premiers à faire ça et on voit que les prix sont clairement plus les prix du marché gris d'avant. Donc rien ne vaut sous le soleil, a priori, quoi. Alors après, je vais te faire marrer, mais donc je t'avais parlé de la Rolex que je cherchais récemment. Là, on en avait discuté un petit peu. Ouais. Et l'autre jour, j'étais à Lyon avec mon associé. On avait un déjeuner. Puis je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter chez Rolex. Je vais aller voir. Parce que pour moi, dans ma tête, la pénurie, elle était vraiment sur les Submariner, sur les Daytona. Je me suis dit, pour une Datejust en 36 mm. Cadran bleu, en plus, tu veux ? Cadran bleu avec un bracelet jubilé. Et en fait, j'y suis allé, mais c'est encore pire que ça. C'est qu'ils n'ont rien à vendre. Donc, tu as les montres en vitrine. Ouais. Et en fait, tu peux essayer des modèles en or, des modèles hors acier, mais qui me plaisent moins. Des modèles pour femmes, ils en ont pas mal. Mais pour hommes, ils n'ont rien à te vendre. Rien. Ils ont rien à vendre. Et je l'explique dans un des podcasts, c'est que il y a encore, ça fait vieux con quand je dis ça, mais il y a 10 ou 15 ans, quand tu te pointais chez un AD Rolex que tu voulais une montre, en gros, soit il l'avait en vitrine et tu pouvais l'acheter de suite. S'il ne l'avait pas, tu disais rappelez-moi quand vous la recevez. La semaine d'après, il l'avait, et puis l'affaire était faite, quoi. Il n'y avait pas de souci. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Maximum, tu attendais 3 semaines, 1 mois, mais c'est globalement, je parle de ça il y a 15 ans. Maintenant, les listes d'attente sont dingues. En fait, c'est un outil de fidélisation pour les revendeurs Rolex, si tu veux. Donc, tu n'auras de modèle sport, c'est un modèle demandé, que si tu
souvent que si tu achètes un modèle moins demandé à l'origine. Ou que C'est si ça. tu montres qu'un intérêt, tu viens fréquemment, tu montres que tu es un vrai collectionneur et pas un spéculateur. Tu vois, Ouais. c'est un outil de fidélisation en fait pour eux. Donc, puisqu'ils les reçoivent au compte-gouttes, ils veulent aussi savoir à qui ils les vendent. Mais c'est vraiment le revendeur local qui choisit. C'est pas Rolex qui détermine. Si tu veux. Donc ça, c'est assez important. Et donc, ils ont maintenant des modèles de présentation, ceux que tu as peut-être essayé, mais qui ne sont pas des modèles à vendre. C'est ça. Et les mecs passent leur journée, parce que un revendeur Rolex, moi je dis à Bordeaux par exemple, me disait, ils ont par jour 200 à 300 demandes de liste d'attente par jour. Incroyable. Sur un point de vente. Un point de vente. C'est ouf. C'est ouf. Où les mecs disent, vous m'appelez, je prends, de suite. 200 à 300 par jour, je parle de Bordeaux, donc imagine chez Bucherer, chez ça, c'est incroyable. Et donc, ils ont leur modèle d'expo et régulièrement, ils se font insulter par des clients qui disent, mais vous l'avez là, vous me la vendez, je m'en fous, vous me la vendez, je la veux. Et les mecs pètent un câble parce qu'ils la veulent quand même. C'est quand même... c'est des fous, quoi. Donc, c'est incroyable. Le paradigme. Voilà. C'est assez incroyable, et effectivement. Mais est-ce que c'est pas marketing? Est-ce qu'ils créent pas une pénurie, tu vois, comme une sortie d'iPhone comme tu sais, c'est connu et reconnu ça maintenant. Ouais, je pense que c'est volontaire. C'était ce qu'on appelle le marketing Nike en fait, quand ils avaient commencé à sortir des modèles qu'ils n'avaient pas ou peu. Moi, j'avais appris ça au départ. Enfin, c'était il y a 25 ans, c'était le truc. Tout le monde. Alors, on n'a jamais vraiment la réponse avec Rolex parce que c'est toujours le temple bien gardé. Mais moi, ma version, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a 100 fois plus de collectionneurs qui veulent 100 fois plus de modèles au même moment et la production n'a pas bougé. C'est ça. Début 2000, il y avait 900 000 montres par an, il y en a 1 200 000. Ça n'a pas changé. Donc forcément, ça crée, c'est offre et les demandes, ça crée une pénurie. Après, ils pourraient en faire plus, et il y a des bruits qui courent comme quoi, effectivement, ils vont refaire une unité de production, etc. Mais c'est ce qui crée la désirabilité, en fait. Enfin, Bien sûr. On a tous vu, ça nous est tous arrivé. Parfois, on se dit, bah tiens, je vais aller dans une boutique acheter un truc. Je sais pas si je prends le bleu et le rouge. Et puis quand le mec, tu rentres, il dit, ben non, finalement, j'ai plus ça. En fait, tu demandes plus, tu vas l'acheter, tu demandes quand tu vas le recevoir. Ça change complètement et ça inverse complètement la tendance finalement. C'est pas voulu, je pense, de la part de la marque. En revanche, ça les sert bien et surtout, les vendeurs locaux le subissent parce qu'ils se font démonter toute la journée. Et quoi de plus frustrant pour un revendeur local que de voir du chiffre d'affaires qui se barre toute la journée. Enfin, mais c'est ce que je me suis demandé en fait à la boutique. Je me suis demandé, mais de quoi ils vivent en fait? Qu'est-ce qu'ils vendent au bout d'un moment? Parce qu'il faut payer les salariés et tout. Ils vendent les autres marques quand ils peuvent. Et justement, si tu prends alors Zénith, parce que moi, j'adore cette marque par exemple, souvent les mecs qui font ces marques font aussi type Zénith, etc. Si tu prends une Zénith qui est un peu moins demandée, qui perd globalement 25% de sa valeur à la sortie, ou entre 10 et 25% sur le modèle, et qui pourtant sont des modèles mais incroyables. Enfin, franchement, c'est des montres dingues, des complications de fou, enfin des mouvements de fou. J'invite d'ailleurs à écouter l'épisode sur l'El Primero de Zénith. Mais si tu commences à t'intéresser à ça, acheter ça, et que tu viens assez régulièrement, tu peux être sûr que sur ta liste d'attente chez Rolex, forcément ta liste d'attente tu vas passer en haut de la pile, en tout cas plus rapidement. On arrive à des extrêmes. J'ai récemment vu que tu as des revendeurs qui te gravent tes initiales sur le fond de boîtier de la montre pour être sûr que tu spécules pas. En gros, ils te vendent une Rolex Sport à condition que derrière on te marque AP, alors pas pour Audemars Piguet mais pour Anthony Poncet, tu vois. Ah ouais. Ouais, moi j'ai pas entendu ça. En revanche, ce qui se passe, c'est que le prix de vente des Rolex, notamment, et même des autres marques, j'ai entendu ça pour Rolex, est libre. Ce qui fait que c'est un prix recommandé, comme on dit, enfin un prix public recommandé. Ce qui fait que certains AD, parfois, je ne citerai pas, ont vendu des montres plus chères que le prix. C'est-à-dire qu'ils appelaient le mec en disant, j'ai reçu ta GMT Master à 12 000 balles. Et une fois arrivé en caisse, monsieur, c'est 16 000. Ah bah attendez, c'est prix public conseillé. Je fais ce que je veux, c'est 16 000. Si tu veux pas, il y en a 200 qui attendent derrière. C'est un truc de dingue quand même. Ça craint quand même. Ouais, on arrive à des extrêmes. Mais encore une fois, comme tu disais, pourquoi pas se rabattre sur d'autres marques qui ont aussi leur histoire, qui sont sympas, sur lesquelles tu perdras pas d'argent et pour lesquelles tu te feras aussi plaisir. Tu te mets, je pense que la formule, tu te mets sur... tu vas chez les AD qui t'intéressent, des marques qui t'intéressent, tu vas régulièrement, tu montres que tu as de l'intérêt, que tu n'es pas là juste pour faire un billet, et que tu montres que ça t'intéresse, tu viens de temps en temps, tu essayes, et puis un jour, tu achètes peut-être une pièce, et puis un jour, dans 2, 3, 4 ans, ils t'appellent pour un modèle, mais c'est pas grave en fait. Même si tu l'as dans 3 ans, c'est pas très grave finalement. Bien sûr. Voilà. Et puis après, sinon, tu peux faire comme a fait Yann, qui a acheté une Speed, qui est plus facilement accessible,
et pourtant qui est une super pièce, par exemple. Enfin, c'est un modèle excellent qu'il a acheté, franchement. Une Speed comme ça. Elle est magnifique. En tout cas, elle est jolie. Ouais. Mais par contre, je l'ai pas vue en vrai encore. Il y avait eu un dilemme. Moi, ça a duré 3 minutes, mais tu vois, justement, il y avait la partie est-ce que vous souhaitez acheter une montre pour pouvoir la revendre et donc qu'elle prenne de la cote, et donc dans ce cas-là, il fallait acheter l'ancienne, qui se vend aujourd'hui en boutique, mais avec le verre qui n'est pas un verre, mais un plexiglas. Tu as deux types de verres en fait. Quand tu achètes ta Speed, tu peux l'acheter sur verre Esalite, qui est le verre en acrylique, en plastique. Voilà. Qui apporte une chaleur, ou tu as le verre, la glace saphir. Voilà. C'est ça. Et du coup, moi, je suis parti sur la saphir parce que je trouvais plus moderne, machin bidule. Mais même, tu vois, et puis là, c'est l'endroit où j'ai pu t'acquérir. C'est eux, en fait, qui m'ont bien spécifié ces deux trucs, quoi, tu vois. Donc, même eux étaient quand même, ils sont quand même enclins et ils sont au courant que tu as des gens qui achètent que pour spéculer, quoi. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, les Speed, tu as un marché qui est assez important. C'est quand même une montre qui est très demandée, hein, malgré tout. Sur le vintage aussi, c'est une cote qui n'a de cesse de monter et qui monte en permanence. Sur les versions Pre-Moon, alors ce qu'on appelle les Pre-Moon, c'est les Speed qui ont été fabriqués avant 1969, en fait, avant l'alunissage, si tu veux, avant la première fois où la montre est allée sur la Lune. Donc ça, c'est des Pre-Moon qui ont une forme un peu différente, une forme de boîte un peu différente, qui sont les plus recherchés et qui ont surtout le fameux mouvement calibre 321, qui est un calibre différent, à roue à colonne, qui est différent de celui que tu as toi. Voilà. Mais le tien est très bien aussi, hein. Mais je veux dire, ils ont fait ça jusqu'à un certain moment, et ces modèles-là sont les plus recherchés, les plus chers, qui atteignent des cotes et qui augmentent, mais qui n'ont jamais atteint les cotes des Daytona, par exemple, alors que c'est aussi digne d'intérêt. Tu vois. Voilà. Mais ça reste, c'est vraiment une super montre, et tu peux pas perdre d'argent. De toute façon, que ce soit Omega, que ce soit Rolex, que ce soit toutes les marques, généralement, ils procèdent à 1 à 2 augmentations par an. On devrait faire pareil, les gars, je pense. Hein. Une en janvier, une en septembre, une en février, une en septembre. Et souvent, c'est entre 5 et 15% quand même. Hein. Ouais. Ouais. Donc, c'est balèze. Hein. Oui, ça tape. Ouais, sur puis donc, naturellement, ta montre, de toute façon, dans 10 ans, vaudra forcément plus cher. Et voilà, tu t'en fous. Ça tire la gamme vers le haut, ouais. Mais en tout cas, tu sais que tu n'as pas mis dans la poubelle, quoi. Voilà. Ok. Ouais, ça tire toute la gamme vers le haut au fur et à mesure. Et ça tire le vintage aussi vers le haut, parce que quand tu as le modèle comme la sienne qui vaut dans les 5-6. Alors moi, je me suis fait mettre, parce que je ne l'ai pas payé ce prix-là. Hein. Ah oui ? Ah oui, et puis pas du tout. Hein. Non, mais vraiment pas. Vraiment pas. Peut-être un autre modèle, alors. Je sais pas, c'est la Speed de classique que tu as en modèle Esalite, en modèle Saphir. Ouais, et elle était affichée à 8. Ouais. Mais tu as le fond transparent, toi. Ah oui, derrière, tu veux dire ? Tu vois le mouvement et tout, ouais. Ouais, d'accord. Tu as la finition. Elle était affichée à 8, et après, parce que tu vois, même en achetant une montre de luxe, de haut de gamme, je suis quand même parti dans l'idée où j'allais pas l'acheter plein badin, et du coup en faisant le rat, je l'ai acheté exactement 7008. D'accord. Bon, mais la prochaine fois tu viens me voir. Bon, la prochaine fois je te le dirai. Et la prochaine fois tu viens ou à Paris ou à Bordeaux, et on fait la vidéo quand tu l'achètes, et en plus tu auras un bon tarot. Allez. Mais tu sais que cette prochaine fois, je vais. Elle va pas tarder, c'est ça ? Non, mais pas pour moi. C'est ce que je te disais. Ah oui. Mais peut-être que, non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Pour notre chantier de l'enfer qui est en train de se terminer, je pense que on va marquer le coup pour Sarah. Mais pas du tout dans les mêmes valeurs, tu vois, mais sur quand même une jolie montre, tu vois, un truc. Ta question tout à l'heure. Ouais, alors non, parce qu'en fait cette question m'avait été posée sur Insta. Il y avait des nanas en fait qui nous suivent qui m'avaient posé la question, et vu que je n'y connais rien, j'avais dit écoute, je poserai la question sur le podcast. Mais par contre, peut-être que je viendrai vers toi, pour pouvoir acheter celle de Sarah. Ouais. Déjà pour reprendre le terme, pour l'aiguiller justement sur ça, parce que bien souvent, beaucoup de gens restent sur des modèles plus connus par méconnaissance des autres, finalement. Ouais, carrément. Mais pour les femmes, absolument incroyable. Mais avec grand plaisir, carrément, ça peut être cool. Deal, ouais. Allez. Top. On est à 1h30. Oui, je pense qu'on est bien. Et déjà. Ouais.
Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Edouard. Ouais. Merci beaucoup. C'était très très cool de parler avec vous. Franchement, c'est toujours un plaisir de toute façon. Et c'est un puissant fond, quoi. La connaissance d'Edouard est ouf. Donc vraiment un podcast de fin d'année qui est top. J'espère que tout le monde a passé un joyeux Noël puisque ça sort le 30. On vous souhaite un bon réveillon et on se retrouve en 2023. On vous dit toujours la même chose. 1, là, je viens de recevoir une confirmation de réservation. Voilà, ça, c'est l'oseille. Je vous le dis. 2, on vous dit tout le temps la même chose, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en boutique pour le coup. Salut à tous. Ciao. Ciao.